Marceau. Le soir. Avec Marceau et Laurence. Wow, got me. Marceau. Le soir. Radio X. 19h57, il est journaliste, chroniqueur, auteur, conférencier. C'est un gars qui est très, très, très apprécié sur les ondes de Radio X. Son nom, c'est Christian Page. Comment ça va? Ça va très bien, toi? T'es bien fin de te présenter ici alors que tout le monde est en congé. Toi, t'arrives ici, puis j'imagine que tu te prépares un peu comme les autres, hein? Les fêtes arrivent, puis... Comme on dit souvent, le 24 décembre arrive en même temps pour tout le monde, hein? Ouais, je sais, mais je me suis dit, Colin, pourquoi il fait pas ça par téléphone, tu sais? Ben, écoutez, l'avant-veille de Noël, comme ça, j'ai dit, ça va me faire plaisir. Tu nous fais un beau cadeau, oui, c'est très apprécié. Ça va être le fun. T'sais. Surtout que, tu sais, nous autres, on s'est dit, hey, Christian vient nous voir, fait qu'on va réaménager le studio juste pour lui, t'sais. Je vois ça, écoute. Tout ça pour toi. Ouais, ben, mon Dieu, que d'honneur. C'est le jour de la nuit, hein, quand oui, écoute. Mais c'est le fun. En même temps, ben, j'imagine que ça demande un temps de réadaptation parce que c'est différent. Puis les gars ici, on est tous des vieux bonhommes. On est bien dans nos vieilles affaires. Dès que tu changes de quoi, on est comme un peu... Mais en même temps, le fait que... Parce que bon, les gens qui ont jamais visité le studio ne le savaient pas. Mais là où était Laurence et les invités étaient un peu éloignés de la table où toi, tu fais à la fois... Tu parles, tu fais tu commentes, mais également tu fais la mise en onde. Ce qui est quand même, donc, t'es un peu un homme orchestre. Ouais. Et là, la façon dont le studio est réaménagé, on est tous regroupés à peu près sur un même îlot. Et ça, ben, je trouve ça plus intéressant, plus convivial. Ouais, on est plus près. C'est juste faut se brosser les dents à 20 émissions. Ouais. Avant, j'avais pas besoin de faire ça, là. Depuis un mois maintenant, Yann se lave. Ouais. C'est nouveau. Soie dentaire. Mais t'en as fait beaucoup de stations de radio. Est-ce que dans la plupart des stations de radio, les animateurs ne font pas leur mise en onde? Non. Généralement, en tout cas, sur Montréal, généralement, la mise en onde est confiée à quelqu'un d'autre. Okay. Parce qu'ici, ça dépend, là. C'est à la préférence des animateurs, là. Ouais. Mais quand tu commences à goûter, justement, à ton instrument, c'est toi qui mène l'orchestre, ben on dirait que t'es plus capable de te séparer de ça. Puis t'es plus capable d'aller genre avec un simple micro. T'as besoin de pitons. On dirait que c'est rassurant. Tu veux, je te dis, c'est assez amusant parce que pas dans le domaine de la radio, mais je fais également de la télé. Ouais. Hein, je produis des séries télé. Et c'est vrai qu'en télé, un coup que t'as goûté à toucher à différents postes. C'est comme moi, par exemple, je viens de terminer une série là, qui s'intitule L'enquêteur du paranormal. C'était moi qui faisais l'animation, les encadrements. C'est moi qui faisais la recherche. C'est moi qui faisais l'encapsulage à peu près de tout. Donc, plus tu touches à des postes, plus tu deviens familier avec ces postes et plus tu veux les contrôler. Ouais. C'est normal parce que plus tu touches à plusieurs postes, ben plus le reflet de ce qui est mis en onde est ta propre couleur à toi. Et ça, quand on fait de la télévision, c'est un peu ça. Moi, je voulais être le réalisateur, le producteur, l'animateur, le recherchiste. Fait que finalement, tu es certain que ce qui va être en ondes va être le reflet de la couleur de ce que tu voulais donner. Et non pas lorsque 15 ou 20 intervenants qui arrivent à différents postes. Ben, évidemment, le produit final est un peu à la saveur de tout le monde. Ouais. Et ce qui est particulier, c'est faut avoir une bonne dose aussi. Puis des fois, on jase de ça avec Laurence. On peut pas faire des émissions juste pour nous. Non. Faut donner aux gens ce que les gens aiment. Voilà. Tu sais, faut avoir cette humilité-là. Tu sais, il y en a qui sont des passionnés, je sais pas moi, de littérature. Mais tu ne peux pas, à moins de travailler à Radio-Canada, tu ne peux pas faire une émission à tous les jours de littérature puis parler de livres. Voilà. C'est parce que tu vas perdre tout ton monde. Absolument. Donc, si ces gens-là vont travailler ailleurs un jour dans une station de radio commerciale, ils vont être obligés de s'adapter à ça. Ils vont être obligés de dire, OK, ben c'est à qui je m'adresse dans cette station-là. Et là, t'as dit aussi le mot juste, une radio ou une télévision commerciale. C'est-à-dire que on n'est pas tous Radio-Canada pour être subventionnés par l'État et se permettre de se dire on va mettre la publicité à l'extérieur pour simplement faire plaisir à des groupes un peu élitistes qui vont nous écouter. Ouais. Ça, c'est un petit peu, malheureusement, comme tu dis, il faut essayer de plaire à tout le monde. Et la grande problématique, c'est qu'on ne peut jamais plaire à tout le monde. Non, effectivement. Mais l'important, c'est de savoir à qui tu parles, à qui tu t'adresses, puis d'essayer de faire un beau produit avec ça. C'est une recette, en fait. Oui. Puis toi, t'as fait la réalisation, t'as fait la production, t'es animateur aussi. Qu'est-ce que tu préfères là, dans les corps de métier que tu fais en télé? Puis... Moi, en télé, je te dirais, le poste que je préfère, c'est la scénarisation.
Ouais. Donc ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as toute l'information entre les mains, la scénarisation, c'est de prendre cette information-là et comment tu vas la communiquer au public. Et ça, ben évidemment, tu peux insister sur certains éléments, en minimiser d'autres. Donc, c'est un peu le reflet de comment toi tu vois la chose, oui. Tu sais, parce que évidemment, moi je me rappelle, j'ai couvert des trucs, par exemple, que ce soit des dossiers paranormaux, ovnis, fantômes, mais j'ai aussi fait des séries judiciaires, qu'on pense aux enfants tueurs, crimes occultes. Et ça, tu nous as fait peur avec ça. Ouais, les crimes occultes. Non, mais moi c'est les enfants tueurs. Les enfants tueurs. Parce que je sais pas si t'as des enfants, mais tu sais quand on a des enfants, on les voit aux couches, on les voit naître, tu sais, on voit toute la beauté dans les enfants. Puis quand j'écoutais cette série-là, Christian, je me disais, mais hey, mon gars, il peut pas devenir comme ça. Mais pourtant, il y en a qui sont devenus comme ça, des enfants. Et tu vois, dans des séries comme celle-là, ça nous ramène un peu il y a comme cette problématique où on a peut-être une façon de trop valoriser l'innocence de l'enfant. C'est-à-dire que des gens disent, ah oui, mais on a parlé, tu parlais juste avant que j'entre en studio, tu parlais de ces accusations portées contre cet homme, entraîneur, etc. Mais, et là, je minimise pas celle-là, mais combien de fois on a eu des fausses accusations parce qu'on se disait, ben la personne qui a porté les accusations, c'est un enfant de 8, 9, 10 ou 12 ans, et les enfants ne mentent pas. On a eu à un moment donné cette vision-là. Alors que les faits montrent que c'est pas toujours ça. Les enfants ont de l'imagination et les enfants peuvent mentir. Ouais. Évidemment, là, je mets tout de suite un bémol. Lorsque des enfants parlent de cette façon-là, la première chose qu'on doit faire comme parents, c'est se questionner. Ouais. Donc, de pas minimiser ça. Mais c'est vrai qu'on a une tendance à croire que les enfants, c'est la pure innocence. Oui. Et quand on fait une série comme Les enfants tueurs, et là, on découvre que des enfants à 10, 11, 12, 13 ans vont commettre des crimes épouvantables, alors là, évidemment, ça ébranle. Parce qu'on ramène ça à soi. Ouais. Mais il y a quand même une chose, je dois te dire, Yannick, à quelques exceptions près, et là vraiment des exceptions que l'on compte sur les doigts d'une main, tous les enfants qui ont été impliqués dans des situations comme celle-là, nos enfants assassins, venaient tous de familles dysfonctionnelles. Donc, tu sais, les parents bien aimants qui grandissent dans un encadrement familial, accueillant, chaleureux, des enfants comme ceux-là, évidemment, on minimise le risque que ces enfants-là deviennent des assassins. OK. Et quand tu parles de famille dysfonctionnelle, peux-tu me donner des exemples? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui sont séparées, là. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'une famille dysfonctionnelle? Ouais, c'est ça. Quand je parle d'une famille dysfonctionnelle, je veux pas dire simplement une famille, un couple divorcé ou une famille recomposée. Là, moi, je parle, par exemple, d'enfants qui sont victimes d'abus verbaux, des abus sexuels dès l'enfance, des enfants mal aimés, des laissés pour compte, des parents abusifs, des parents alcooliques, des parents toxicomanes. Donc, on voit vraiment, là, c'est le chaos, c'est le ghetto de l'humanité, là. Ouais. Donc, des enfants qui grandissent dans des conditions extrêmes comme celle-là, ben là, évidemment, ils vont développer, pour eux, ben, bien souvent, à la maison, le seul langage que l'on parle, c'est celui de la violence. Donc, c'est souvent le langage qu'ils vont reproduire après ça sur le terrain. La violence, la déviance. Aussi. Voilà. Mais... Donc, moi, je dois t'avouer que sur on en est, je crois, je pense que Canal D en est rendu à la 5e, 6e saison des enfants tueurs. Et de tous les cas couverts, je te dirais qu'il y en a 3 ou 4 seulement où on n'a pas compris comment on n'a pas compris, c'est-à-dire il y a un grand débat lorsque l'on parle de criminalité, le grand débat, et en particulier si on parle de tueur, c'est est-ce qu'il s'agit d'un tueur né ou est-ce qu'on est tueur ou est-ce qu'on devient tueur? Et ça, c'est un débat sur lequel les criminologues, les psychologues, les psychiatres n'arrivent pas à trancher ouvertement. Et dans les cas où je parle, où on avait affaire à des enfants qui venaient de familles bien structurées, aimantes, où il n'y avait rien, il n'y avait pas un terreau fertile à ce que l'enfant devienne de cette manière-là. Évidemment, on peut se poser la question, est-ce que c'était pas un tueur né? Et finalement, il a commis son crime à 12 ou 13 ou 14 ans. Mais dans tous les autres cas, évidemment, on voyait dès l'enfance, dès la petite enfance, un terreau qui était particulièrement fertile à la violence, et éventuellement, cette violence-là a éclaté. Mais les enfants, ça fait toujours réagir. Puis je me souviens encore d'un documentaire. C'est un documentaire que j'avais vu aux États-Unis, puis on parlait d'un enfant tueur qui avait commis plus tard des gestes absolument
horrifiant. Et on avait discuté avec sa mère puis en discutant avec sa mère, on a comme reproduit les images de l'enfance. Et tu sais, t'as l'impression de vivre ça parce que quand t'es parent, nécessairement, tu essaies de rapporter ça à toi. Puis la mère, ce qu'elle mentionnait, c'est quand elle regardait son enfant, à la naissance, elle voyait tout de suite, tu sais, je sais que c'est comme l'angle que le réalisateur voulait donner, mais la mère a dit, je voyais tout de suite qu'il y avait quelque chose qui clochait dans les yeux de cet enfant-là qui venait de naître. Mm-hmm. J'avais l'impression qu'il était pas tout là et qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre dans cet enfant-là. Écoute, j'avais des frissons dans le dos, là. Ouais. Parce que les enfants, ça marque, là. Ouais. Puis les enfants tueurs, la série que t'as réalisée, je vais te dire, chapeau, parce que dès que je tombe dessus, je peux pas changer de canal. Impossible de décrocher. Moi, je te dirais, quand on a fait Les Enfants tueurs, on a vu des trucs qui sont, évidemment, on doit s'auto-censurer parce qu'on a vu des trucs qu'on n'a pas montrés à l'écran. Mais c'est vrai que quand on parlait de tueurs, dans bien des cas, les tueurs en série, les grands tueurs en série, là, qu'on pense à Jeffrey Dahmer ou qu'on pense à John Wayne Gacy, mais bien souvent, les premiers traits du crime vont apparaître dans l'enfance. Hein? C'est rare que le tueur en série qui devient soudainement un bon matin tueur en série à 23 ans. Tu comprends? Généralement, quand on recule derrière, on constate que déjà à 8 ou 9 ans, l'enfant avait des problèmes de comportement. Il torturait des animaux. Voilà. Ça, c'est un des critères premiers. Donc, les enfants vont torturer des animaux. Ils prennent un vilain plaisir à la souffrance. Et comme la plupart... C'est assez amusant parce que je me rappelle, à un moment donné, un psychologue m'avait dit, vous savez, tous les psychopathes ne sont pas des tueurs en série, mais tous les tueurs en série sont des psychopathes parce qu'ils ont aucune empathie envers la victime. Hein. Pour eux, la victime est complètement déshumanisée. Donc, parce que nous, là, on s'en va en voiture, faut pas se le cacher, on s'en va en voiture, on écrase un écureuil, puis on s'en veut, on a mal. Oui. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai écrasé un chat, j'ai écrasé un écureuil. Et pourtant, ces gens-là vont démembrer des êtres humains sans le moindre remords. Et pourquoi? Parce qu'ils ont aucune empathie. Pour eux, là, l'être humain qu'ils démembrent n'est qu'un objet qui sert leur plaisir sexuel, fantasme, peu importe. Alors, c'est difficile de comprendre la mentalité des tueurs en série parce que, généralement, on n'est pas psychopathe. C'est une des caractéristiques des tueurs en série, c'est la psychopathie. Donc, bien sûr, la psychopathie est un trouble du comportement qui ne s'apprend pas. On est psychopathe. Donc, il peut arriver qu'à 7, 8, 9 ans, même dans une famille aimante, une famille bien structurée, il est possible qu'à 7 ou 8 ans, un enfant psychopathe va devenir un tueur en série. Mais généralement, lorsqu'on est dans une bonne famille, même un enfant psychopathe aura tendance à canaliser sa psychopathie d'une autre façon. Donc, il peut devenir un chef d'entreprise, pas un tueur en série, mais un chef d'entreprise certes un peu dénué de sentiments envers ses disons les autres clients ou ses concurrents, mais il va canaliser ça d'une autre manière. Alors que dans une famille plus dysfonctionnelle, il est possible que cette psychopathie va se transformer en meurtre. Et tu parlais des psychopathes propriétaires d'entreprises. Bon, on a tous un nom en mémoire là. Ouais. Quand on dit un boss. Ouais. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'on s'est aperçu que les psychopathes, c'est pas nécessairement des gens imbéciles. Non, absolument Leur quotient intellectuel peut être extrêmement élevé. Oui, mais souvent, c'est ça qui explique les gens qui ont des quotients extrêmement élevés, qui sont extrêmement intelligents, sont difficiles à adapter à une société. Ouais, il y a des tueurs en série qui avaient des quotients intellectuels exceptionnels. Tu sais, je pense par exemple à Ted Bundy, un des tueurs en série les plus célèbres des années 70, un des plus terrifiants tueurs en série des années 70, qui avait d'ailleurs suivi il avait suivi une formation en droit. D'ailleurs, il s'est défendu lui-même en Floride. C'est capoté. Et il y avait un quotient intellectuel de 180. T'as jamais vu les films sur Ted Bundy? Jamais. C'est un personnage tout à fait étonnant. C'est fascinant. Ouais. Je suis assuré que je vais écouter ça pendant le temps des fêtes. C'est un charmeur de dames incroyable. Tu me parlais tantôt, et je viens de faire un aparté parce qu'on fait pas une émission sur les tueurs en série, mais tu sais, on parlait tantôt de familles dysfonctionnelles. Je vais te donner un exemple que personne n'a jamais vu à la télé parce qu'on a coupé ces images-là. Mais je me rappelle, je te raconte un peu grosso modo l'histoire. On a deux adolescentes qui vont se retrouver. On est dans un centre d'accueil, ça se passe en Californie, on est dans un centre d'accueil, et les deux adolescentes vont se rencontrer le matin même. Donc, le matin du crime, ils se rencontrent, ils ne se connaissent pas. Donc, les deux adolescentes se rencontrent, chacune vient de milieux tout à fait dysfonctionnels.
Donc, elles se rencontrent. Elles vont se lier d'amitié sur dans le jardin de l'endroit en question. C'est un centre de réadaptation pour jeunes avec des problèmes de comportement. Donc, ces deux jeunes filles se rencontrent là, vont fraterniser le matin même, et chacune, évidemment, confie à l'autre, si j'avais les moyens, je foutrais le camp, je commencerais une vie ailleurs, et soudain va germer dans leur tête, mais pourquoi ne pas le faire? La seule chose qui nous manque, c'est une voiture. Alors, pour elles, l'objectif à atteindre, c'est la voiture. Le jour même, elles vont donc se rendre dans une pharmacie, elles vont acheter du colorant à cheveux, vont aller à l'autre bout de la ville. Elles vont bien sûr, elles vont aller à la piscine municipale, elles vont se colorer les cheveux, cette teinture-là, pour changer un peu leur apparence. Et là, elles vont se mettre à sonner dans une rue, elles vont se mettre à sonner porte à porte en faisant... Et là, elles disent aux gens qui répondent, on est poursuivi par un homme. Alors évidemment, ça va de soi. On a deux jeunes adolescentes, 12, 13, 14 ans, qui sonnent à votre porte, qui vous disent, on est poursuivi par un monsieur, vous les laissez entrer. Hein, ça va de soi. Et elles entrent, et là, elles regardent. Ce qu'elles cherchent, évidemment, c'est une victime qui est finalement propice à être une victime. Alors, les 3-4 premières maisons qu'elles visitent, on est en présence soit de couple ou d'un homme. Donc, elles attendent quelques minutes, puis là, elles disent, ben voilà, je pense que notre agresseur, notre monsieur est parti, on le voit plus, et elles ressortent. La 4e ou 5e maison qu'elles frappent, c'est une vieille dame qui les accueille, une vieille dame d'à peu près 85 ans. Elles entrent dans la maison. Je vous passe les détails. Rapidement, elles vont agresser la vieille dame et elles vont... c'est un massacre. Là. Ils vont trouver un gros couteau de cuisine puis elles vont assassiner la vieille dame parce qu'elles ont vu également dans la cour de la maison, il y a une voiture qui est là. Donc, elles vont assassiner la vieille dame et malheureusement, elles n'arriveront pas à trouver les clés de la voiture. Alors, elles décident de quitter à pied. Malheureusement, dans les maisons où elles ont sonné, il y a des gens qui les ont vues. Ces gens-là vont fournir une bonne description à la police. Et finalement, les deux jeunes filles vont être arrêtées le soir même. Donc, tout ça pour te dire, on a une histoire un peu sordide. Mais en fouillant dans le passé de ces deux jeunes femmes, on découvre qu'elles viennent toutes les deux de milieux complètement dysfonctionnels. L'une d'entre elles, entre autres, avait grandi, dont son père était un véritable despote, mais en même temps aussi un peu pédophile. Donc, déjà, quand elle avait 3-4 ans, là, je te passe des détails sordides, mais à 3-4 ans, déjà, il achetait pour sa fillette des vêtements un peu érotiques. Puis là, il la faisait poser des poses un peu très scabreuses. Là, bon, on peut s'imaginer. Alors, j'ai réussi à avoir une entrevue avec le bonhomme en question. Donc, il faut dire que le bonhomme, déjà, lorsque sa fillette avait 6 ou 7 ans, il l'a agressée sexuellement et on parle de relations complètes. Alors, évidemment, le bonhomme, dans le passé, il y a eu des accusations d'inceste qui ont été portées contre cet individu. Ouais. Il a été arrêté, il a fait quelques mois de prison. Évidemment, la famille a éclaté à ce moment-là. La mère est partie avec la jeune fille, puis tout ça. Donc, tu vois un peu le milieu très sordide. Alors, j'ai réussi à avoir une entrevue avec le bonhomme en question. Écoute, j'arrive là, c'est vraiment extraordinaire. Là. On arrive là, c'est une maison mobile qu'on croirait tout droit sorti d'un film d'horreur. Tu sais, t'arrives, t'as le champ, l'herbe haute, puis au milieu du champ, il y a cette maison mobile. Les vitres sont tellement sales qu'on voit pas à l'intérieur de la maison mobile en question. 3-4 gros pitbulls attachés au pied de la porte. Tu vois le genre. Et le vieux pick-up rouillé là à quelques mètres de la place. Hein. Donc, on arrive là, on sonne, il y a le caméraman qui est là, donc on nous fait entrer. Le bonhomme nous accueille. Et j'oublierai jamais son nom, il s'appelait Lou Wolf. Donc c'est Lou Wolf, difficile d'oublier. Donc le bonhomme nous accueille, il n'a qu'un jean, torse nu, un jean et un pistolet de calibre 38 glissé dans sa ceinture. T'étais dans quel état? On est aux États-Unis là. Dans quel état? J'étais en Californie. Alors le bonhomme, j'arrive là, pistolet dans sa ceinture, il nous accueille dans sa roulotte. Donc on s'assoit, le caméraman, et là, écoute, tu peux imaginer là, la table remplie de vaisselle sale, 3-4 bières sur la table, tout ça. Et là, le bonhomme accepte de nous donner une entrevue. Donc on y parle de sa fille. Et puis là, à un moment donné, moi, j'ai dit, ouais, mais là, quand on regarde, parce que j'avais les relevés de la cour, j'ai dit, vous savez, quand votre fillette avait 8 ans, vous avez été arrêté pour inceste, agression, ci, ça. Puis là, excuse-moi, t'avais-tu une chemise anti-balle à ce moment-là? Avait-il toujours son fusil sur sa ceinture? Parce qu'il faut dire que t'étais impressionnant quand t'arrives dans un cadre de porte. Oui, écoute, la taille que j'ai, ça coupe le souffle. Tu as vraiment demandé ça? Ouais, je pose cette question-là. Je dis, vous savez, bon, il y a ces accusations-là qui ont été portées.
Et là, écoute, il me dit, j'ai dit, bon, là, il y a eu agression, vous avez été accusé et reconnu coupable d'agression sexuelle sur votre propre fille. Et ça, au moment où elle avait 7 ou 8 ans. Alors, est-ce que vous ne vous sentez pas, considérant le crime qu'elle a commis à l'âge de 12 ou 13 ans, est-ce que vous ne vous sentez pas quelque part responsable de cette déviance? Et le type, avec un aplomb là, incroyable, il me dit, pas du tout. Et le pas du tout, c'était parce que les accusations qu'on avait portées contre lui étaient des accusations non fondées. Non fondées, non pas dans le sens qu'il n'y a pas eu agression, mais pour lui, ce n'est pas des agressions. Et là, excusez-moi pour les auditeurs qui nous écoutent, là, mais il dit, c'était une petite cochonne pendant voulait. Donc lui, pour lui, là, sa fillette là, qui avait 7-8 ans, là, avec laquelle il y avait des relations complètes, pour lui, il lui rendait service. Parce que elle voulait du sexe. Le pédophile type. Voilà. Et il était persuadé de ça. Je te le dis, Yannick, je le regardais dans les yeux. Il était persuadé que ce qu'il avait fait était bien. Et il comprenait pas qu'éventuellement sa fille avait été comme brisée par des gestes comme ceux-là. Alors, à ce moment-là, s'il n'y avait pas eu un 38 autour de la ceinture, j'aurais probablement craché au visage. Là, j'ai dit au caméraman, je pense qu'on en a assez. Là, je pense c'est correct. Fait qu'on a ramassé nos clics, nos claques, on est sortis, puis ça a été la fin de l'entrevue. Est-ce que vous l'avez passé en ondes? Non, on n'a pas passé ça en ondes. Donc après ça, on a regardé les images, puis tout ça, c'était tellement... c'était dégoûtant, on a décidé de pas utiliser ces séquences-là. Écoute, je pourrais pratiquement écrire des livres entiers sur des anecdotes de tournage, que ce soit pour ces séries de crimes occultes, des enfants tueurs, ou des séries sur le paranormal. Il y a des choses qui nous marquent, qui sont épouvantables. Moi, rien qu'une autre anecdote, si tu me permets. Ben oui. On tournait, c'était toujours dans cette série des enfants tueurs, une affaire tout à fait terrible qui s'était produite à Vancouver, dans la région de Vancouver. Pour mettre un peu les auditeurs dans le bain, il s'agit d'un adolescent de 16 ans qui disait avoir une double personnalité. Donc, il y avait le bon Jason et le mauvais Jason. Et le mauvais Jason, à un moment donné, avait ramassé une fillette de 6 ans dans un parc local, l'avait amenée dans un boisé juste derrière le parc. Et là, il l'avait agressée sexuellement. Et notre fameux Jason en question, même si c'est un adolescent de 16 ans, il mesure 6 pieds 2 et pèse 240. Donc, tu vois le joueur de football. Et là, au moment où il agresse cette fillette de 5 ou 6 ans, il entend, parce qu'on est tout près des habitations, là, tout près des habitations. Et là, il entend le frère de la fillette qui est sorti à l'extérieur et qui appelle sa sœur pour qu'elle vienne souper. Alors, notre Jason, qui est monté sur la fillette en question et qui essaie évidemment de la bâillonner de sa main parce qu'il entend le frère qui crie, là, pris de panique, il va sauter à pieds joints sur la fillette. Évidemment, il va lui défoncer le sternum, la fillette va mourir. Et là, il y a des choses que je dois absolument censurer, mais quand on a fait cette histoire-là, parce qu'il faut quand même avoir le cœur bien accroché, et surtout quand on n'est pas... Moi, je suis pas policier, je suis pas coroner, on n'est pas habitué à cette violence-là. Et je me rappelle, ça c'était dans la première série des Enfants tueurs, on avait couvert cette histoire-là, et j'oublierai jamais, à un moment donné, on est avec le procureur, et il nous dit, voici les photos de la scène de crime. Et là, il nous sort ces photos. Et là, on voit la scène de crime, on voit la fillette. Et là, écoute, le type en question s'était fait prendre d'ailleurs parce que quand il avait sauté sur l'enfant, il avait sauté à la fois sur la tête et sur le thorax. Il avait laissé l'empreinte de ses chaussures qui était une marque d'Adidas, un modèle très spécial avec des rainures dans la semelle. Bref, il s'était un peu compromis avec ça. Et on voyait sur l'enfant ces marques-là. Les photos, là, étaient si choquantes. J'oublierai jamais ça. Les photos étaient tellement choquantes que là, le procureur nous donne les photos et nous dit, je ne peux pas vous laisser les photos comme ça au dossier, mais si vous voulez, vous pouvez les filmer. Fait que pour référence, il n'est pas question de montrer ça à l'écran, là, on doit s'auto-censurer. Mais pour référence, au moment du tournage, voici les photos de la scène de crime. Alors, il nous donne les photos. Le caméraman, Michel Meunier, que je salue, qui avait un petit garçon d'à peu près l'âge de la fillette assassinée, a été tellement choqué et troublé par ces images-là qu'il a refusé de les filmer. Il me dit, écoute, moi, Christian, voici la caméra, voici le trépied. Si toi, tu veux les filmer, filme-les. Mais moi, il n'est pas question que je reste dans cette pièce-là. Regardez ça.
Et finalement, j'ai réussi à convaincre le procureur de nous donner un double des photos, que j'ai d'ailleurs encore chez moi en archive, mais c'est vraiment épouvantable. Et quand t'es pas préparé à ça, puis tu vois des trucs comme ça, je lève mon chapeau d'ailleurs aux policiers, aux ambulanciers, à tous les gens qui sont des premiers intervenants, qui arrivent sur des scènes comme celle-là. C'est vraiment épouvantable. Non, les autres, ils ont besoin de jaser par la suite. Ouais, absolument. Il faut décanter. Ça te prend combien de temps après, quand ça t'arrive de voir des images ou d'entendre des histoires pareilles, ça te prend combien de temps avant de réussir à comme faire un petit classeur puis de décrocher de l'histoire pour pas trop virer complètement... Je te dirais, par exemple, quand on a fait la série, la première série des Enfants tueurs, quand cette série-là s'est terminée, moi, j'en ai eu pour 2 ou 3 mois à décanter tout ça. Puis j'étais très content de revenir à des trucs un peu plus légers, genre Fantômes et autres dans Dossier Mystère. Parce qu'après, les Enfants tueurs, on est allé vers Dossier Mystère, un truc comme ça. Et je disais aux caméramans, aux gens qui travaillaient avec moi, je dis, ça fait du bien un peu, une bonne histoire de fantômes puis de petits bonhommes verts. Ça nous décroche un peu de cette réalité qui était tout à fait épouvantable. Ça a été aussi un peu pareil pour les crimes occultes. On a vu des trucs. Tu me permets t'as rencontré un crime occulte? Christian, ici, là, quand toi tu viens, t'es le roi et maître. Quand on a fait crime occulte, je me rappelle un des tout premiers crimes qu'on couvre. Là, attachez-vous. C'est une histoire qui se passe à Laronge. Peux-tu faire juste une aparté? Oui. Parce que tout à l'heure, tu as parlé des psychopathes, puis quand on fouille dans leur enfance, on s'aperçoit qu'ils ont commencé avec les animaux, à torturer des animaux, tuer des animaux. Laurent, j'aimerais ça que tu parles avec Christian du crapaud que vous avez fait fumer. Non, c'est pas moi qui l'ai fait. D'ailleurs, c'est moi qui ai stoulé parce que je suis revenue en criant à la maison. C'est pas moi qui l'ai fait. Puis on voulait juste voir. Puis c'est mon voisin qui allumait la cigarette. Puis moi, je suis revenue en criant à la maison. C'est nous autres, c'est moi qui ai stoulé tout le monde. Tu voulais voir un crapaud exploser? Non, c'est à cause on avait gagné. Je vais expliquer, Christian. Oui, parce que là, écoute, c'est troublant. On était dans le cours. On avait gagné je sais pas pourquoi il y avait une grenouille. Puis on avait gagné ça à l'école. Puis on pouvait revenir avec à la maison. Vous aviez gagné une grenouille? Oui. On avait, à l'école, non, c'est vraiment vrai. Quelle école que c'était ça? Une école primaire. C'était une école primaire où... Poudlard? L'école Poudlard? Oui, on prenait soin de nos... Oui, puis là, on était revenus à la maison avec ça, moi puis mon frère. Je pense que c'est mon frère qui l'avait gagné dans sa classe. Mon frère est un peu plus âgé que moi, il est 2 ans plus vieux que moi. Fait que là, on arrive à la maison, tout ça, puis il y a la grenouille, puis là, on jouait avec la grenouille sur le terrain derrière, puis à un moment donné, il y a notre voisin qui dit « Hey, ça a l'air que, tu sais, si tu fais fumer une grenouille, ça explose. » Là, on est là. Ben, voyons, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Moi, je suis pas très bien, mon frère non plus. Et finalement, le voisin, sa mère a fumé, puis il était revenu avec une cigarette. Puis il l'avait mis dans la bouche de la grenouille, puis on regardait, et lui, il l'a allumé, puis ça... La grenouille a gonflé. Puis là, je suis revenue en courant à la maison, puis là, j'ai crié, puis après ça, ben, on a tous eu une punition. Okay. Tu y penses encore à cette grenouille-là? Honnêtement, je me sens mal. Quel avenir cette grenouille-là aurait pu avoir si on n'avait pas fait ça? Tu dois pas être si pire. Tu dois pas être si pire. Elle aurait pu, quand on pense, elle aurait pu finir dans une petite sauce à l'ail. Tu sais, les pattes arrière. Toi, tu manges bien des cuisses de grenouille quand tu vas chez Thomas Tam, hein? Ben, oui, j'espère qu'il y en a parce que... Oui, il y en a. Oh, okay. Oui, c'est un repas. Ça goûte le poulet. Donc, tu vois, si tu te demandais qu'est-ce que je faisais ici, c'est pour détendre l'atmosphère. Changer un peu le beat. Dans une des... On parle de trucs qui étaient choquants. Je me rappelle une des premières histoires des enfants tueurs que j'avais couvert. On s'était retrouvé avec l'équipe de tournage à Laronge, en Saskatchewan. Faut savoir que Laronge est un petit village. En fait, c'est une communauté autochtone au nord de Saskatoon. Et on nous apprend qu'un adolescent de 12 ans et un autre enfant de 8 ans en ont tué un autre petit garçon de 7 ans, je crois. Alors écoute, on s'en va là et l'histoire est à peu près la suivante. C'est le garçon de 14 ans qui s'est découvert évidemment, il fantasme sur l'occulte. Hein, il lit des livres sur l'occulte, il regarde des émissions sur l'occulte, et en particulier un film qui s'appelle The Warlock. Je sais pas si probablement que des auditeurs ont vu ce film The Warlock. Ça met en vedette Julian Sand. Et à un moment donné, dans le film, un des sorciers, parce que le Warlock, c'est un sorcier. Le sorcier dit, pour voler, vraiment voler, là, comme Superman, pour voler, voici la recette. Il suffit de boire les graisses fondues d'un enfant non baptisé, d'un bébé donc non baptisé. C'est la recette que l'on donne dans le film de Warlock. Oh, mon Dieu. Alors, on a notre jeune adolescent de 14 ans
Sandy Charles, qui regarde à satiété le film Warlock et en vient à croire il doit y avoir un fond de vérité dans cette histoire de graisse fondue d'un enfant non baptisé. Alors, il en vient à croire, on voit là, peu à peu, là, dans la dérive dans laquelle il va s'enfoncer. Il en vient à croire qu'un petit garçon du quartier, âgé de 7 ans, qui lui, n'a pas de père, hein, donc il est né de père inconnu. Or, pour Sandy Charles, pour lui, le fait que l'enfant soit né de père inconnu équivaut à dire il est non baptisé, alors que c'est deux choses bien différentes, mais dans son imaginaire d'adolescent, c'est ce qu'il voit. Alors, il va convaincre un autre garçon du quartier, âgé de 8 ans, de monter en fait c'est pas un complot, c'est un traquenard. Donc, ils vont inviter le garçon de 7 ans à jouer au baseball. Et à un moment donné, donc l'enfant lance la balle, la victime lance la balle, Sandy Charles frappe la balle. Et à un moment donné, Sandy Charles s'assure de frapper la balle assez loin pour qu'elle tombe dans le boisé. Et dans le boisé en question, il a placé sous une pierre un couteau de cuisine. Alors, le garçon, le lanceur, victime, lance la balle est frappée, s'en va dans le boisé. Sandy Charles s'en va dans le boisé, commence à chercher la balle, et là, appelle les deux autres enfants, dit « Hey, venez m'aider à chercher la balle ». Les enfants se retrouvent là, et à un moment donné, Sandy Charles et son complice de 8 ans vont sauter sur le garçon de 7 ans, alors qu'il se trouve près de la pierre. Ils vont le coucher au sol, ils vont prendre une roche, lui le frapper à la tête, des tessons de bouteille. Et à un moment donné, là, je vous le dis, il faut avoir le cœur solide. Il prend le couteau qui était sous la pierre et le frappe à plusieurs reprises. Et à un moment donné, en le frappant, la lame entre dans l'œil de l'enfant et la lame se brise. Mais l'enfant est toujours pas mort. Il réussit à se lever en hurlant. Sandy Charles saute à nouveau dessus et finalement l'achève avec une pierre. Lui et son complice vont aller dans la maison de Sandy Charles. Ils vont prendre un autre couteau de cuisine parce que celui qu'ils avaient, la lame a été brisée. Ils vont revenir sur la scène du crime et ils vont découper des lanières de chair sur cet enfant, un peu comme des tranches de bacon. Ça paraît un peu sordide de dire ça de même, mais c'est ce qu'ils vont faire. Donc, ils vont couper des tranches, les ramener à la maison et là, ils vont les faire fondre dans un poêlon. Et ils vont récupérer ça dans un pot maçon. Puis là, au moment de le boire, Sandy Charles dira plus tard, quand je suis venu pour le boire, l'odeur était tellement infecte qu'il n'a pas été capable de le boire. Mais il a gardé le pot maçon en question et il l'a caché en dessous de son lit. Éventuellement, l'affaire va être découverte, les policiers vont trouver toute l'affaire et Sandy Charles sera arrêté. Et au moment où on se parle, il a été jugé, hein, comme la loi au Canada permet le complice âgé de 8 ans n'a pas été accusé parce qu'au Canada, la loi nous interdit de judiciariser un enfant de moins de 12 ans. À moins que la loi ait changé depuis, mais on est en 1995 et à l'époque, en Saskatchewan, un enfant de moins de 12 ans n'était pas judiciarisé. Donc, il a été placé, cet enfant, dans une famille d'accueil, etc., avec les soins, bien sûr, appropriés. Et Sandy Charles, comme lui avait 14 ans révolu au moment du crime, alors là, selon la loi canadienne, la loi s'appliquait. Sandy Charles a été jugé. Au maximum, s'il avait été jugé par un tribunal pour adultes, au maximum, il aurait copé d'une peine de prison jusqu'à la majorité. Et ensuite, probablement, être suivi le restant de ses jours là, en conditionnel. Mais Sandy Charles a été jugé inapte à subir un procès pour cause d'aliénation mentale, parce qu'il y avait tout ce délire-là de l'occulte. Donc, il a été envoyé dans un institut psychiatrique où il est encore aujourd'hui. Tout ça pour vous dire qu'au moment où moi je couvre cette histoire-là, qui est tout à fait sordide, je rencontre les policiers, les agents de la GRC, tout ça, on parle de du truc, et puis finalement, on me sort les photos de la scène de crime. Oh. Je te passe les détails, mais uniquement l'histoire que je t'ai racontée, elle est déjà horrifiante comme celle-là. Le voir en image, et je pense que c'était la 2e ou 3e histoire de crime que je couvrais dans le cadre des enfants tueurs. Et quand j'ai vu ces photos-là, j'avoue que pendant des semaines, les images du jeune Timson, si ma mémoire est bonne, la victime, je le vois encore là étendu dans l'herbe avec cette lame qui lui sort de l'œil, C'était horrifiant. C'était épouvantable. C'est sorti, c'est une scène qu'on aurait cru sortie d'un film genre Friday the 13th, mais c'était la réalité, là, tu sais.
Et ça c'est une des scènes qui m'a le plus troublé, là. Les images, la scène de crime de Sandy Charles. Est-ce que c'était un autochtone? Oui. Ouais, okay. Sandy Charles était un autochtone. Il y a des images disponibles sur Google là, de ce garçon-là qui est devenu un homme maintenant, là, qui a été plusieurs fois transféré d'endroit, là. Ouais. Si j'en crois les articles. Puis il a été, à un moment donné, même quand il était un peu plus vieux, vers l'âge de 22 ou 23 ans, il était détenu à Battlesford, l'hôpital psychiatrique de Battlesford. Ouais. Puis il a agressé une infirmière qui était là. Donc c'est un individu qui était excessivement violent et tout ce délire-là de l'occulte éventuellement l'a conduit à une sorte de psychose. Mais ce sont vraiment des histoires épouvantables, là, tu sais, il faut au début quand on n'est pas habitué, puis encore une fois je le dis, quand on n'est pas prêt à ça, c'est quand même toujours un peu choquant. Puis évidemment, nous comme journalistes, on se doit. Je sais que il y a tout un débat là-dessus parce que je me rappelle avoir participé il y a 1 an ou 2 à une sorte de conférence où j'étais invité comme journaliste à Trois-Rivières où il y avait des étudiants en journalisme et la question était est-ce que l'on doit censurer la presse? Est-ce qu'il doit y avoir cette forme de censure? Et je me rappelle sur les panélistes, il y avait le docteur Mayou qui était là, le fameux Doc Mayou. Et là-dessus, on s'est pas du tout entendu. Le Doc Mayou, pour lui, ces images-là, aussi sordides soient-elles, devraient être montrées dans les médias, alors que moi, j'étais plutôt du genre non. Et pourquoi non? Parce que pour le Doc Mayou, il faut décourager des gens qui vont faire ça. Mais je suis pas convaincu que des images comme celle-là vont décourager qui que ce soit. Même au contraire, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont un petit peu sautés sur le crankshaft, comme on dit, puis que ça va créer une sorte d'idée. Non, pas d'idée, mais je dirais une sorte de comment je pourrais dire, une sorte de voyeurisme sordide. Wow, as-tu vu ces images-là? Il y a un enfant coupé en morceaux. Tu sais, il y a des gens qui sont un peu étranges là-dessus. Puis à un moment donné, Christian, on vient qu'à avoir une désensibilisation de ces affaires-là. Puis non, moi, je suis un peu de ton côté. Puis moi, ce que je me disais aussi, même si les photographies, parce que il y a sur l'aspect légal, les photographies appartenaient, par exemple, au système judiciaire. Donc, ce n'est pas les photos, c'est pas les photos des parents, là. C'est pas l'enfant de 8 ans assis dans son berceau, là. C'est pas ça, là. C'est des photos qui appartiennent au système judiciaire. Elles sont des éléments de preuve. À partir du moment où il y a eu procès, évidemment, les avocats, les procureurs peuvent utiliser ces images-là qu'ils ont dans leur dossier en fonction de comme ils veulent les utiliser. Moi, je me disais, écoute, je suis pas convaincu que Madame Timpson a bien envie de voir 15 ans ou 10 ans après la mort de son fils, de voir son petit garçon à l'écran coupé en morceaux ou en rondelles. Tu sais, il y a des trucs comme ça, tu te dis, c'est épouvantable. Ces victimes-là, c'est pas tant pour l'assassin, mais c'est pour la victime. Je veux dire, ces enfants-là avaient des parents, et si je repense à ces parents, si moi j'étais le parent d'un enfant assassiné, quel serait mon choc de voir le corps? Parce que bien souvent, les parents ont même jamais vu de ces photographies-là. Moi, les gens me disaient, les procureurs, les avocats me disaient, bien souvent, les parents, quand arrive la présentation de ces images en cours, les gens vont sortir. Les parents vont sortir. Et là, tu t'imagines Madame Timpson devant son écran, bang, elle est confrontée à une image de son petit garçon de 7 ans comme ça, qui gît dans l'herbe haute, mutilé. Je pense qu'à un moment donné, il y a une décence et c'est la décence qui a guidé ma réserve et bien sûr ma censure. Christian, on va prendre une courte pause. On a beaucoup de choses à jaser après la pause. Oui, absolument. Je vous rappelle que ce soir, on passe la soirée avec Christian Page, les journalistes et les chroniqueurs, auteur de plusieurs livres. En passant, je vous envoie sur sa page Facebook, Christian Page, ou encore sur sa page web, christianpage.ca, si vous voulez plus d'informations sur lui. Laurent, ça va? Ça va le cœur un peu à Joyeux Noël! Eric, il dit là, je suis dans mon char depuis une demi-heure, pouvez-vous faire une pause, j'ai envie de pisser, faut que je sorte. Moi, j'ai pas décroché, j'écoute sans arrêt, puis je me dis, oh mon Dieu Seigneur. 20h35, live à radiox.com, 418-670-9098, 418-670-9098, 1-877-440-2464, c'est notre ligne sans frais. S'il se passe quelque chose sur la route, vous avez de l'information pour nous, eh ben, c'est avec ces coordonnées-là que vous allez réussir à nous rejoindre. On vient. Marceau, le soir. Radio X. Marceau, le soir. Radio X. 8h40, beaucoup de matériel devant nous, mon cher Christian. T'as travaillé fort. Ben oui.
Fait qu'on devrait en avoir ensemble jusqu'à 22h. Ouais. Tu me parles du sang de Saint-Janvier Ben oui. qui ne s'est pas liquéfié. Mais non, c'est le sang de Saint-Janvier ne s'est pas liquéfié. Est-ce que tu as déjà entendu parler du sang de Saint-Janvier? On m'en avait déjà parlé, mais je me souviens pas du tout de l'histoire. Bon, l'affaire le sang de Saint-Janvier, je te remets un peu dans le contexte historique. Selon la légende, Ouais. l'affaire remonte à l'an 300 à peu près après Jésus-Christ. Donc on a San Saint-Janvier, c'est San Gennaro, que l'on dit être l'évêque de Benevento, qui est une petite ville à 50 km de Naples. Et là, voilà que lui, tu sais qu'à cette époque, il y avait une persécution contre les chrétiens. Donc, cet évêque, San Gennaro, est persécuté comme étant chrétien. Il refuse d'abdiquer sa foi. Et éventuellement, il est arrêté par des légionnaires romains. Il va être, dans un premier temps, on va le mettre dans le feu, mais il va en sortir indemne. Toujours selon la légende, on s'entend bien. On le met dans le feu, il en sort indemne. On le donne aux lions, mais les lions vont lui lécher les pieds plutôt que de le dévorer. Alors, en bout de compte, on décide finalement de lui trancher la tête. Donc, San Gennaro est décapité. On sait pas trop ce qui va se passer à ce moment-là, mais on raconte que son sang aurait été récupéré dans 2 petites fioles de verre et son cadavre aussi. On perd la trace de San Gennaro pendant à peu près 1000 ans. Et puis, aux alentours de l'an 1300, on retrouve apparemment ses restes dans des reliquaires, ainsi que le sang dans des reliquaires à Naples. Et, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est ça, 1389, on amène les restes dans une chapelle et durant une cérémonie, les fidèles voient le sang de Saint-Janvier, de San Gennaro, se liquéfier. Il faut comprendre que le sang est dans une ampoule. Ouais. L'ampoule, on voit une substance visqueuse, en fait, comme un gros caillot qui est là dans cette ampoule. Et soudainement, le sang se met à littéralement bouillir sous les yeux des fidèles. Il va se liquéfier et va redevenir rouge, comme s'il venait juste d'être pris. Alors donc, depuis 700 ans maintenant, à 3 ou 4 dates anniversaires dans l'année, le sang de Saint-Janvier est amené dans la chapelle de San Gennaro, qui est l'une des églises, en fait, une des cathédrales les plus importantes de Naples, et ce miracle est produit devant les fidèles. Non, alors, à chaque fois, le sang se liquéfie. Se liquéfie. Écoute, il y a quelques années, il faut que je te raconte, il y a quelques années, on était en 2008, on tournait la série À la recherche des reliques saintes et j'avais fait un épisode sur le sang de Saint-Janvier. Donc, on était là à la date anniversaire. Il y a 3 moments dans l'année où on fait ce rituel de la liquéfaction du sang. Et quand on a tourné, nous, on était là pour un de ces rituels. Je crois, sans risque, en tout cas, je ne pense pas me tromper là-dessus, on doit être l'équipe de télévision qui a été autorisée à être le plus près des fioles. Écoute, j'étais littéralement collé sur l'officiant. Donc, il y avait les fidèles dans la salle, il y avait l'officiant qui était un peu comme sur une balustrade, il tenait devant. Il faut dire que le reliquaire ressemble, imagine-toi une sorte de boule de Noël avec une sorte de bâton en dessous pour la tenir. Okay. Et dans cette boule, on a 2 petites fioles, une petite et une grosse. Dans la petite, on a que aujourd'hui, il y a que quelques petits morceaux je dirais des caillots de sang séchés, là, mais l'autre fiole, qui est un peu plus grosse, elle contient ce gros caillot, hein, ouais. Et l'officiant, donc, bouge de gauche à droite, et ce fameux reliquaire, et là, soudain, le sang se liquéfie. Et la fiole représente un peu comme un cœur. Ouais, voilà. Particulier. Et écoute, j'étais là, je te le dis, j'étais à moins de 1 mètre du fameux reliquaire qui contenait le sang quand il s'est liquéfié. J'étais stupéfait de voir ce miracle, entre guillemets, se produire sous mes yeux, et tout ça, évidemment, sous l'œil de notre caméra. Et là, après ça, une fois que le sang s'est liquéfié, bien sûr, la fiole, le sang liquide est amené dans les rues de Naples, où là, la ville, évidemment, est en liesse, parce que les quelques fois où le sang ne s'est pas liquéfié, c'est arrivé à quelques reprises que le sang ne s'est pas liquéfié, et quand le sang ne s'est pas liquéfié, la ville de Naples a été le théâtre de drames épouvantables. Donc, une éruption du Vésuve, en 39, il s'est pas liquéfié, ça a été le début de la Deuxième Guerre mondiale. En 1980, il s'est pas liquéfié, la ville de Naples a été littéralement rasée par un tremblement de terre qui a fait des milliers de morts. Donc, tu vois, pour les Napolitains, lorsque le sang de Saint-Janvier ne se liquéfie pas, bien sûr, c'est annonciateur d'une catastrophe.
Et ce week-end, le week-end dernier, c'était samedi dernier, on a amené le reliquaire dans la cathédrale, on a procédé au rituel de la liquéfaction et le sang n'a pas changé. Le sang est resté solide. Alors évidemment, pour les Napolitains, 2017 s'annonce pas bien. Je vais te poser une question que tu t'es toi-même posée puisque je suis en train de regarder ta série présentement. Est-ce que le sang de Saint-Janvier, est-ce qu'il est authentique? Ah, ça, c'est le grand débat, hein, parce que tu comprends que l'Église n'autorise pas l'ouverture des fioles, n'autorise pas non plus qu'on perce une des fioles avec même, ne serait-ce qu'une toute petite aiguille pour aller chercher des échantillons du sang. Donc ça, on ne peut pas faire ça. Mais quand même, en bombardant de lumière ces fameuses fioles, on peut avoir une sorte de signature de leur contenu, et le contenu ne semble pas être du sang humain. Alors, qu'est-ce que c'est? On sait qu'au Moyen Âge, il y avait tout un commerce des reliques, et en utilisant des matériaux qui existaient au Moyen Âge, il était possible de faire une sorte de concoction qui, lorsqu'elle était laissée déposer sans mouvement, cette concoction se solidifiait. Il suffisait ensuite de lui imposer un mouvement mécanique pour que le produit redevienne liquide. Alors on se demande si ce n'est pas un produit de ce type-là qui se trouve à l'intérieur de la fiole et qui aurait finalement alimenté la légende de Saint-Janvier. Si c'est le cas, évidemment, la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que, en de rares occasions, faut quand même le mentionner, en de rares occasions, pourquoi est-ce que pourquoi le sang dans la fiole ne se liquéfie pas? Si c'est bel et bien une simple substance chimique, sa réaction devrait toujours être la même. Et crois-moi, l'officiant, là, il brasse ça de gauche à droite. Oui. Il shake sa fiole, là. Il a bien l'intention de la rendre liquide et pourtant, à quelques reprises, ça s'est pas produit. Est-ce qu'il existerait d'autres fioles? Je ne sais pas. Là, l'autre question qu'on peut se poser, est-ce que la chaleur à l'intérieur de la cathédrale viendrait influencer la liquéfaction du sang? Ça reste une hypothèse qui a été proposée par des associations sceptiques et autres. Mais disons que pour l'instant, ce que l'on sait avec certitude, c'est que une analyse spectrographique des fioles semble bel et bien démontrer qu'il ne s'agit pas de sang humain. Donc, à partir de là, évidemment, le miracle de Saint-Janvier prend du plomb dans l'aile. Ça fait combien de temps que t'étais là? Parce que actuellement, je suis sur un site, ça s'appelle mystère-tv.com. Puis, j'ai accès justement à ta série. Ouais. Et ça fait combien de temps? Parce que t'as pas vieilli ben. C'était en 2008. Moi, je suis beau bonhomme. Hein? Ouais, c'est ça. Il reste beau bonhomme. Puis il faut dire que tu dois être maquillé là-dessus. Ben, pas du tout. Fait que c'est 2008? 2008, la série À la recherche des reliques. C'était un peu le voyage d'une vie, hein, quand même. Ah oui. Parce qu'on part, lorsque je suis le concepteur de cette série-là, recherchiste, un peu comme je te disais tantôt, là, je voulais avoir tous les chapeaux pour cette série-là, je les avais. On y est parti donc plusieurs mois sur les routes avec une équipe de cinéastes. Et écoute, on a fait le sang de Saint-Janvier, mais on a retrouvé aussi une tunique du Christ à Saint-Denis en France, la couronne d'épines dans la cathédrale de Notre-Dame. On a visité évidemment le Saint-Sépulcre de Jérusalem. J'ai même gravi au sommet du mont Ararat en Turquie pour essayer de retrouver l'arche de Noé. Et je me suis gelé les bijoux de famille, mais j'ai pas trouvé l'arche de Noé. On a recherché aussi l'arche d'Alliance. Ouais. Donc pendant des mois, sur les routes du monde, à la recherche de ces grandes reliques qui ont marqué l'histoire du judaïsme et de la chrétienté. Et c'était fait dans un cadre essentiellement historique. C'est-à-dire que il n'était pas pour nous question de se prononcer sur est-ce que les gens ont raison de croire en Jésus ou non, etc. C'était vraiment une approche archéologique et historique qu'on faisait en essayant de retracer le trajet de ces reliques. Comme par exemple, comment cette supposée tunique du Christ qui se trouve à Saint-Denis en France, comment a-t-elle échoué là? Comment est-ce que la couronne d'épines a pu passer de la tête de Jésus au Golgotha en acceptant la crucifixion comme un événement historique? Comment est-elle passée de là à la cathédrale Notre-Dame de Paris? Alors là, on avait des méandres de l'histoire qui étaient tout à fait remarquables. La couronne a passé entre les mains des croisés, elle s'est retrouvée à Venise. Ensuite, elle a été échangée au roi de France. Des histoires incroyables. Et d'ailleurs, pour la couronne d'épines, il y a toujours un truc que je trouve amusant de raconter. Quand on voit la couronne d'épines, elle a plus d'épines.
Donc, on n'a que des branchages un peu là, remodelés qui forment une couronne. Mais il n'y a plus d'épines. En fait, les épines sont à peu près dans toutes les cathédrales d'Europe parce que le roi de France, Saint-Louis, pour pouvoir, disons, assurer son alliance avec d'autres chefs d'État et d'autres rois d'Europe, donnait des épines. Donc, faut savoir, là, on raconte ça aujourd'hui, ça nous semble ridicule, mais au Moyen-Âge, il y avait vraiment une politique des reliques et chaque roi qui avait une relique, et en particulier une relique du Christ, avait l'impression qu'il avait, bien sûr, son passeport pour le paradis, et qu'au paradis, il aurait un royaume aussi grand que son royaume terrestre. Mais de là à altérer la relique, je veux dire, c'est quand même quelque chose. Voilà. Oui, mais il faut savoir aussi qu'on a une vision différente aussi de la relique. Au Moyen-Âge, c'est pas tant l'objet, parce que je vais te donner l'exemple de la Sainte Croix, par exemple. T'as probablement entendu la blague, les gens disent, si on ramassait tous les bouts de la Sainte-Croix qui circulent dans les églises, on pourrait construire une forêt de croix. Bon, parce que c'est énorme. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la relique, l'objet lui-même n'est qu'un objet. Le morceau de la croix, ce n'est qu'un bout de bois. Donc ça, on est d'accord avec ça. Mais on croit en une propriété extraordinaire qui s'appelle la virtus. Et on croit qu'un objet, par exemple la croix du Christ, on croit que comme ce bois-là a touché le Christ, la croix, ce n'est qu'un bout de bois, ce n'est qu'un bout de bois, si on s'entend là-dessus. Mais le fait que ce bout de bois-là a touché au Christ, il est entouré d'une sorte d'aura mystique qui s'appelle la virtus. Et on croit que la virtus est transférable dans un objet à peu près du même calibre. Donc, quel que soit le bout de bois que je vais prendre, si je prends un bout de bois vil, entre guillemets, et que je le fais toucher au bois qui a la virtus va se transférer dans l'autre bout de bois. Et là, je vais avoir non pas deux morceaux, un morceau de la vraie croix et un faux morceau de la vraie croix. Je me retrouve avec deux vrais morceaux de la croix parce que les deux sont nimbés de cette virtus qui s'est transférée de l'un à l'autre. Alors, c'est extraordinaire. Et comme ça, on multiplie les reliques. Et c'est comme ça qu'on se ramasse avec des milliers de bouts de croix dans les cathédrales d'Europe. Moi, j'ai vu 3 prépuces de Jésus. Pardon? Est-ce que c'est un test? J'ai vu 3 prépuces. Est-ce que c'est un test à savoir si je t'écoutais? Non, j'ai vraiment vu 3 prépuces de Jésus. Donc, pourquoi on conserve les prépuces de Jésus? On a conservé le prépuce de Jésus. J'ai vu aussi dans une fiole, à un moment donné, une petite fiole vide. Il y avait apparemment une larme de Lazare. Mais et dans une autre fiole, je me rappelle du lait de Marie, du lait maternel de Marie. Mais voyons donc. Bon, tout ça était très critiquable, bien sûr, mais dans le cas dans le cas de la couronne, donc Saint-Louis va acheter aux Vénitiens la fameuse couronne d'épines. Il va la ramener à Paris. Écoute, d'ailleurs, peu de gens savent, quand on visite Paris, tout près de l'église Notre-Dame, de la cathédrale Notre-Dame, il y a la Sainte-Chapelle. La Sainte-Chapelle, c'est un bâtiment énorme à Paris. Et les gens, quand on visite la Sainte-Chapelle, elle est vide, il n'y a rien là-dedans dans la Sainte-Chapelle. C'est un magnifique endroit là, au plan de l'architecture, les peintures, etc. Les décorations sont riches, c'est merveilleux. Mais la Sainte-Chapelle, peu de gens savent qu'elle a été construite essentiellement pour abriter la couronne. Donc, lorsque Saint-Louis ramène la couronne à Paris, il va faire construire un immense édifice pour y mettre cette couronne d'épines. Éventuellement, durant la Révolution, la couronne va être transférée à la cathédrale Notre-Dame, où elle est encore aujourd'hui. Mais au départ, la Sainte-Chapelle à Paris devait servir essentiellement de reliquaire à cette fameuse couronne que le roi Louis IX avait été quérir chez les Vénitiens. Alors, évidemment, lorsqu'il la ramène à Paris, on le sait, la France est aux prises avec toutes sortes de problèmes, et en particulier avec les Anglais. Donc, la France a besoin de nombreux alliés. Et pour avoir ces alliés, Saint-Louis va enlever les épines de la couronne et les donner à gauche et à droite. Parce que même la France, à ce moment-là, est divisée en plusieurs petits duchés, tout ça. Donc, il va donner des morceaux d'épines à peu près à tous ses alliés. Et écoute, j'en ai vu, je me rappelle avoir vu des épines à Toulouse. Il y en a 2 qui sont magnifiquement bien conservées et bien gardées à Rome.
Oui. On a un reliquaire où on voit 2 épines. C'est magnifique. Ça a été le voyage d'une vie, cette histoire à la recherche des reliques saintes. Peut-être qu'à un moment donné, je me déciderais à écrire, parce que là aussi, on a vécu toutes sortes d'aventures incroyables. Alors peut-être à un moment donné, j'écrirai mes mémoires sur mes tournages et mes aventures. Mais ce que je retiens, c'est la Virtus. La Virtus. Ouais, ça me fait penser. T'as-tu écouté une parodie de Star Wars? Je pense que dans le temps, c'était Mel Brooks qui avait fait cette parodie-là. Ça s'appelait La folle histoire de l'espace. Oui, oui. Tu sais, le petit Yoda, il disait l'achetus. C'était la Virtus. Donc, et c'est pour ça, par exemple. J'imagine c'est vertu en français. Oui, la vertu, c'est ça. La Virtus, on utilisait l'expression latine. Et c'est pour ça, d'ailleurs, un exemple qui fait fantasmer beaucoup de gens. Il y a, écoute, là, je suis parti. Écoute, là, quand tu visites Vienne, par exemple, il y a un objet qui fait fantasmer beaucoup de gens qui s'intéressent à l'occulte. Il y a là la Sainte Lance. Et la Sainte Lance, elle a toute une histoire parce qu'elle a fait fantasmer également le Troisième Reich. Parce qu'on le sait, autour d'Hitler, il y avait des gens qui s'intéressaient à l'occultisme. Ouais. Et en particulier, on a parlé de Rudolf Hess et Himmler. Himmler était peut-être la grande imminence grise du Troisième Reich. Et à un moment donné, quand tu visites, lorsque l'Allemagne a annexé l'Autriche, une des premières choses que l'Allemagne nazie a fait, c'est de rapatrier le trésor du Saint-Empire romain qui était à Vienne, c'est de le rapatrier à Berlin. En fait, on l'a rapatrié à Nuremberg. Et parmi ces objets-là, il y en avait un qui est magnifique, qui est la Sainte Lance. C'est la lance que l'on disait qui avait percé le flanc du Christ en croix, dite lance de Longinus. Si tu fais une recherche sur Google, c'est un objet d'orfèvrerie qui est magnifique. Écoute, je l'ai eu entre les mains, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Mais cet objet-là ne peut pas être la lance qui a percé le flanc du Christ, parce que là, évidemment, on la ramène à Nuremberg, et évidemment, pour Heinrich Himmler, le fait que le Reich retrouve la Sainte Lance, évidemment, pour lui, c'est comme une marque du destin. Le Reich est destiné à gouverner le monde, puisque Dieu lui-même en a décidé en laissant le Reich mettre la main sur la lance. Mais en fait, cette lance, quand on la voit, les historiens sont tous unanimes, ce n'est pas une lance du 1er siècle, ce n'est même pas une lance romaine, c'est une lance mérovingienne qui date probablement du 5e ou du 6e siècle. Alors pourquoi fantasmer autant? À cause de la Virtus. Quelque part, cette lance a dû toucher, parce qu'elle a une très, très longue tradition de sainteté, une très longue tradition d'être la lance qui a percé le flanc du Christ. Même Charlemagne, au 8e siècle, l'avait, et on disait que les conquêtes de Charlemagne étaient dues au fait qu'il avait la Sainte Lance. Mais puisque cette lance est une lance mérovingienne, comment devient-elle la lance de Longinus? Parce que quelque part, on croit qu'elle a été mise en contact avec une lance que l'on croyait être la vraie lance qui avait percé le flanc du Christ, et que cette lance a transféré dans ce magnifique objet d'orfèvrerie, la Virtus. Okay. Et là, elle est devenue la Sainte Lance. Christian Page, je vais te poser une question. Oui. J'ai bien hâte d'entendre ta réponse parce que j'ai l'impression que ça va peut-être choquer certaines personnes, certaines âmes sensibles et de très bons chrétiens. Est-ce que dans cette religion-là, vous vous êtes aperçu que il y a des objets comme ça auxquels on vouait un mythe incroyable, un culte incroyable, ou le sang de Saint-Janvier auquel on voue un culte incroyable aussi. Puis on s'aperçoit que c'est pas nécessairement du sang d'être humain qui est là-dedans. Est-ce que t'as découvert beaucoup de choses là-dedans? En fait, ce que l'on découvre, parce que il faut quand même savoir que lorsque l'on parle des reliques saintes, parce qu'on pourrait dire quasiment que c'est des arnaques à chaque fois. Ça devient difficile, parce que le problème, c'est de remonter à la source qui est difficile. Il faut savoir que jusqu'au à peu près l'an 300, les chrétiens étaient l'objet de persécution de Rome. Donc, on ne s'affichait pas ouvertement. Alors, imaginons une seconde, jouons le jeu. Imaginons une seconde que Jésus est un véritable personnage de l'histoire. Bon, déjà là, il y a même pas unanimité là-dessus. La plupart des historiens, je dirais 90% des historiens, croient que Jésus a bel et bien existé, qu'il était un personnage qui a marqué son époque, puis il avait avec lui évidemment des gens qui l'accompagnaient et qui écoutaient un peu son ministère. Mais encore là, faut quand même le dire, ce n'est pas unanimement accepté par tous les historiens. Certains disent, est-ce que Jésus n'est pas un collage, une invention fabriquée pour créer le christianisme? Mais jouons le jeu, parce que on pourrait
on pourrait en parler pendant des semaines, mais jouons le jeu. Jésus est un véritable personnage de l'histoire, ce que je crois, et il avait des gens autour de lui qui l'écoutaient, le suivaient dans son ministère. Donc, imaginons après sa crucifixion que des gens autour de lui aient bel et bien conservé des objets qui lui avaient appartenu. Ses sandales, sa tunique, la couronne d'épines, les clous, des morceaux de la croix, donc des objets comme ceux-là. On comprend que ces objets-là ont circulé minimalement sous le manteau pendant 300 ans. Parce qu'évidemment, afficher que tu as la couronne d'épines ou que tu as un morceau de la croix, c'est de démontrer que tu es chrétien et que tu as foi en le Christ. Donc, te condamné à mort. Te condamné à la persécution. Ouais. Donc, on le comprend, les chrétiens se reconnaissaient entre eux un peu. Pour donner l'exemple, c'est un peu comme la franc-maçonnerie. Il devait avoir des signes qui permettaient à chacun d'entre eux de se reconnaître et de dire, en fait, le poisson. Est-ce que tu as déjà remarqué parfois, avec le christianisme, on associe l'image du poisson. Est-ce que tu sais d'où ça vient? La multiplication, je sais pas. Non, pas du tout. En fait, on se reconnaissait par ce symbole du poisson parce que, en grec, Jésus se disait ictus. Et les premières lettres, c'est les mêmes lettres que poisson. Donc, les gens qui affichaient le poisson disaient en même temps, je crois en ictus, qui était Jésus. Donc, c'était ce symbole-là du poisson que l'on associait au Christ. Ouais. Donc, les gens se reconnaissaient au début des 3 premiers siècles de la chrétienté, les gens se reconnaissaient par la présence de ce poisson. Donc, on se disait, il y a un poisson, c'est peut-être un chrétien. Donc, il y avait déjà un premier symbole. Donc, on le comprend si on joue toujours ce jeu, ce scénario. Donc, pendant 300 ans, les reliques du Christ ont circulé sous le manteau. Donc, on n'a pas d'écrit, on n'a à peu près rien qui nous permet de remonter jusqu'à la source. Et puis, à partir du moment où le Constantin le Grand, l'empereur, va déterminer aux alentours de l'an 320, 325 à peu près, après un concile qu'on appelle le concile de Nicée, il va reconnaître que le christianisme est une religion qui est légitime. Il n'officialise pas, parce que j'ai souvent entendu des gens dire « Constantin a fait que Rome est devenue chrétienne ». Pas du tout. C'est pas lui qui a fait ça, c'est ses successeurs. Mais Constantin va reconnaître que le christianisme est légitime et va dire « c'est terminé les persécutions contre les chrétiens ». Donc, à partir de là, les chrétiens peuvent sortir de l'ombre. Et c'est là qu'on voit apparaître ces reliques, les morceaux de la croix, les clous, la couronne, la tunique. Mais avant ça, il est impossible de reculer. Et toutes les enquêtes que j'ai menées, malgré la documentation qu'on avait, on arrivait toujours au mieux. Souvent, on pouvait pas reculer plus loin que le 6e ou le 7e siècle. Mais au mieux, il y a quelques reliques où on a pu remonter au 3e ou 4e siècle, mais ça s'arrête là parce que avant ça, il n'y a plus rien. Okay. C'est le vide de l'histoire. On n'a jamais rien découvert de physique qu'on pouvait palper. En tout cas, on n'a jamais découvert les preuves comme quoi ça avait véritablement appartenu à Jésus. Jamais. Non, parce que dans bien des cas, faut bien s'entendre. Lorsque l'on parle d'objets, si on parle d'un objet comme par exemple des clous ou des trucs comme ceux-là, évidemment, tu vas dire j'ai un clou, le clou est un clou romain, visiblement sa facture nous dit qu'il date à peu près du 1er siècle, mais comment s'assurer que le clou est celui qui a été utilisé durant la crucifixion? C'est bien difficile à dire. Dans le cas de quelques reliques, et je pense par exemple, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, la première relique qui vient en tête lorsque l'on parle du Christ, c'est le Saint-Suaire de Turin. Oui. Ce grand objet, c'est quand même un gros objet. Je l'ai vu, je pourrais t'en parler. Écoute, le Saint-Suaire de Turin est peut-être un des objets que j'ai vus qui me plus jeté à terre. Ouais, moi aussi, j'ai regardé une multitude de documentaires concernant ça. Je me retrouve avec le caméraman, on est là à Turin, on se prépare un exhibit du suaire et là, on nous le montre. Il est gardé dans une sorte de pièce, il y a des rideaux, on ouvre ces rideaux-là et là, derrière, il y a une vitrine et il y a comme une sorte de table lumineuse où la température est conservée, toujours maintenue au même niveau. Et là, cette table bascule et là, il y a une grande vitre où on voit le suaire. Écoute, j'étais, si tu me permets l'expression, sur le cul. Voir le suaire de Turin, c'était remarquable. Je l'avais devant mes yeux. Et ce qui m'a frappé, parce qu'évidemment, il y a toutes sortes de rumeurs, c'est une peinture, ça pourrait être ci, ça pourrait être une fraude. Mais ce qui m'a frappé du suaire, c'est que on voit pas bien l'image. Écoute, et tu vas comprendre. Quand on est prêt, on voit pas l'image. Ce que je voyais, c'est un tissu, pour situer un peu les auditeurs, c'est un tissu qui fait 4,20 mètres de long sur à peu près 1,30 mètre de large. Et on a l'image ventrale et dorsale d'un homme qui présente les marques de la crucifixion. Et quand je regardais le tissu, je la voyais pas bien, cette image-là. Je voyais bien
imagine-toi le tissu lui-même est jauni par le temps et on a une image un peu sépia de l'homme, appelons-le comme ça, l'homme du suaire. Donc, sépia sur du jauni, c'est pas très visible. Je regardais ça, c'était pas très, très visible. Mais plus on se recule, donc je me recule de 5, 6, 10 mètres, et plus je me reculais, mieux je voyais cette image-là. Et là, je me disais, si c'est un peintre qui a fait ça, à chaque coup de pinceau, il devait reculer de plusieurs pas derrière pour voir que donnait l'image en question. C'est quelque chose de remarquable. C'est une œuvre remarquable. Maintenant, est-il authentique, le suaire? Ben, juste te parler des documentaires que moi j'ai vus par rapport au suaire de Turin. Et ce qui m'a marqué, c'est les scientifiques sont incapables de comprendre comment ça a pu se faire. Voilà. Ils l'ont passé dans des scanners pour voir véritablement l'image. Ils ont fait des tests au carbone 14, si je me trompe pas. Puis ils en viennent tous à la même conclusion. On le sait pas. Mais si jamais c'est un artiste qui a travaillé là-dessus, c'est une des plus belles œuvres d'art au monde. Parce que c'est ça, il y a tout un débat, puis il faut le situer. Moi, je prends pas position dans ce débat-là. Ce que l'on sait, c'est d'abord, il y a cette image qui apparaît sur le suaire. Les sceptiques ont dit, parce que tu sais, c'est facile de transformer la vérité. Hein? Moi, je me rappelle avoir vu à un moment donné une démonstration, mais complètement ridicule, en France, on a une sorte d'association de sceptiques qui s'appelle le Cercle zététique. Et l'un des représentants de ce groupe-là est farouchement opposé à l'authenticité du suaire. C'est un type qui s'appelle Henri Brock. Et je me rappelle avoir vu dans un documentaire Henri Brock prendre une sorte de petite pièce, une pièce en poterie, où on avait un visage de Jésus. Hein, on a fait une sorte de visage de Jésus sur la pièce de poterie. Alors, il place un petit linge, prend de l'ocre rouge, taponne à gauche et à droite un peu avec son éponge et enlève ça, puis dit, voici, ça ressemble au suaire. Puis tu regardes ça, puis si t'es pas un spécialiste, tu dis, ouais, c'est vrai que ça a l'air d'un suaire. Attends une minute. Il ne fait qu'un visage. Le suaire est une pièce de 4,50 m de long où on voit l'homme au complet. Hein? Image dorsale et ventrale. Ouais. Il n'y a aucun pli dans l'image. Évidemment, tu auras bien compris qu'Henri Brock s'est bien gardé de nous faire un homme complet, parce que comment tu aurais pu faire ton taponnage à l'ocre rouge, à l'aisselle ou entre les jambes de l'homme, sans faire un seul pli dans le tissu? C'est impossible. C'est impossible. C'est un genre de Michael Moore. Ouais, ça marche pas ton affaire. T'as peut-être réussi à convaincre une gang d'imbéciles qui connaissent rien, mais ça marche pas. Ça fonctionne pas. Et qui plus est, ce que Henri Brock ne te dit pas, c'est que des analyses sur le tissu montrent qu'il n'y a pas plus. C'est vrai qu'on a trouvé des traces d'ocre rouge, mais encore une fois, il faut comprendre la symbolique de l'histoire. Dans l'histoire du suaire, on sait qu'il y a eu d'autres faux suaires à partir du moment où celui-là, appelons-le entre guillemets notre suaire numéro 1, lorsque lui apparaît, il apparaît à Liré la première fois où on entend ouvertement parler de ce suaire-là, il apparaît à Liré au tout début au milieu du 14e siècle. Donc on est à peu près en 1350. Et là, il apparaît, et là, évidemment, les gens vont à la petite église de Liré voir ce linceul qui est supposé être le linceul du Christ. Rapidement, des artistes vont faire des doubles, des copies avouées, entendons-nous, des copies avouées qu'on va amener à Liré, et on va les coller contre le vrai suaire. Hein? La copie est collée contre le vrai suaire. Pourquoi? Pour y transférer la virtus. La virtus. Donc, on a la virtus du vrai suaire qui se transfère dans la peinture, donc ce faux suaire avéré, et là, on le transfère. Donc, c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, si tu colles du ruban adhésif sur le suaire, le numéro 1, donc qui est gardé à la cathédrale de Turin, c'est normal que tu vas trouver des particules de peinture, en sachant qu'il y a à peu près 20 faux suaires qui ont été collés dessus. Ouais. Bon, évidemment, c'est un peu comme le fait que si tu portes une veste, une chemise en nylon, et tu mets un chandail de laine, ben, faut pas s'étonner qu'on va trouver des fibres de laine sur ta chemise en nylon. T'as-tu remarqué qu'il hésitait à parler de mon linge? Hein? Pourquoi tout le monde hésite à parler de ton linge? J'essayais de faire un descriptif de ce que tu portais, mais bon. Mais j'ai vu que tu avais changé pour une chemise. donc, on comprend ces trucs-là. Alors, quand on regarde ça, on tient compte de ça. C'est vrai qu'on a trouvé des traces de peinture sur le suaire. Ce que Henri Brock ne te dit pas, c'est que les particules de peinture qu'on a retrouvées, on les a retrouvées un peu partout sur le suaire.
pas de manière concentrée sur l'image de l'homme. Alors que c'est ça qui aurait dû être marquant. On aurait dû trouver plus de peinture là où il y a l'homme que là où il n'y a pas l'homme. Mais c'est pas ça qu'on a trouvé. Alors ça, c'est déjà inquiétant en soi. Il n'y a pas de pli dans l'image de l'homme du suaire. Alors là, on s'interroge comment cette image-là a pu être refaite. Mais évidemment, il y a comme une sorte de, je dirais, le coup de grâce au suaire a failli, je mets entre guillemets, a failli être donné en 1988. En 1988, pour la première fois, parce que dans le cas de l'homme du suaire, il faut bien s'entendre qu'on parle d'un tissu de lin. Et donc, si on parle de lin, on parle d'une matière organique. Et la matière organique peut être soumise à l'analyse au carbone 14. Donc, en 1988, pour la première fois, parce qu'il faut savoir que jusqu'au début des années 80, le suaire était une propriété privée. Hein? L'Église en était le détenteur, le conservateur de l'objet. Mais le suaire appartenait à la famille régnante d'Italie. Elle appartenait au roi Umberto. Et à son décès, au début des années 80, il a cédé la relique à l'Église. Donc, ce n'est qu'à partir de 1980, à peu près, que l'Église est devenue propriétaire du suaire. Et en 1988, elle va autoriser une première analyse, une datation carbone 14 sur le suaire. On va prendre sur le côté du suaire. Ça, c'est très important de retenir ça. On va prendre sur une partie du côté du suaire, le pourtour du suaire, on va prendre un petit morceau de tissu qui va être remis à 3 universités. Si ma mémoire est bonne, on avait l'université de Zurich, on avait l'université Oxford et on avait l'université du Texas. Et elles vont procéder à une analyse au carbone 14 et les 3 à peu près arrivent à la même conclusion. On parle d'un objet, le tissu semble indiquer un objet fabriqué entre à peu près 1260 et 1380. Alors merci, coup de grâce, le suaire est une fraude du Moyen Âge. Mais l'affaire a rebondi parce qu'il y a plusieurs petits éléments là-dedans qu'il faut retenir. Le suaire a été incendié en 1536, ou 1534, excuse-moi. En 1534, il y a un incendie. Je dis que des fois, tu me fais peur. Ouais. En 1534, il y a un incendie dans la petite cathédrale de Chambéry, en France. Il y a un incendie et le suaire est en partie brûlé. Ouais. Heureusement, l'image n'est pas trop endommagée, mais le suaire est en partie brûlé. Et à ce moment-là, le suaire va être confié aux sœurs Clarisse pour essayer de le réparer et elles vont coudre derrière le suaire, elles vont coudre une toile qu'on appelle le voile d'Hollande et qui va servir à renforcer le tissu. Ben, crois-le ou non, on n'est pas certain que le morceau qui a été analysé au carbone 14, on n'est pas certain si c'est un morceau du suaire ou un morceau du rapiessage. On a un sérieux problème, là. Parce qu'on est incapable de déterminer où sont les morceaux de rapiessage versus le vrai tissu. Ensuite de ça, ce que l'on a découvert, mais après coup, parce que les analyses ont été faites en 1988, on a découvert après coup, parce qu'on avait pris ces morceaux-là, on les avait nettoyés avant de les soumettre à l'analyse au carbone 14, mais on a découvert après coup qu'un petit champignon, parce que rappelle-toi, le suaire, lorsqu'il était présenté au public, parce qu'il est connu, comme je l'ai mentionné, depuis à peu près 1350, il est exhibé il a été exhibé au Moyen-Âge et à la Renaissance de manière soutenue aux fidèles. Les gens le tenaient, les moines le tenaient toujours par le côté, tu comprends? On se mettait 7 ou 8 derrière le suaire et on le tenait par le côté pour le montrer au public. Donc, quelle est la partie la plus contaminée par la sueur et le toucher? C'est le contour du suaire. C'est les contours. Et c'est justement un morceau du contour qui est analysé au carbone 14. Or, on a découvert après coup, donc après l'analyse de 1988, on découvre qu'un petit champignon qui est produit par la sueur humaine et qui crée la patine sur le suaire, qu'on appelle le Lichtenstein varnish, ce petit champignon ne se détruit pas par les méthodes utilisées de stérilisation qu'on a utilisées en 1988. Donc, on se dit, coudonc, on a-tu analysé le champignon ou on a analysé le tissu? Hein? Parce que, essayons d'imaginer, le tissu devait ressembler à ce moment-là, les fibres du tissu devaient ressembler à un fil électrique avec une gaine en plastique ou en caoutchouc autour. Alors, la gaine en caoutchouc étant les champignons. A-t-on analysé la gaine ou a-t-on analysé la fibre? Alors là, on a un sérieux problème. Donc, l'analyse de 1988 est de plus en plus torpillée. Et quand on a fait à la recherche des reliques saintes, j'ai eu le culot, d'aller rencontrer le responsable de l'analyse au carbone 14, le professeur Ramsey de l'université Oxford, qui m'a avoué que l'analyse au carbone 14 était de la foutaise, que ça valait pas rien du tout. Je le tiens de la bouche, et on l'entend là, à la recherche des reliques saintes, de la bouche même de Ramsey qui dit « c'est de la foutaise cette analyse-là. Elle ne peut plus être présentée comme une analyse valable. » Bon, Ramsey quand même fait un bémol, il dit « il est certain
que les résultats présentés en 1988 étaient inexacts. Donc, on a dit 12,60, 13,80 à peu près. Il dit, je pense qu'on pourrait ajouter plusieurs centaines d'années en amont et plusieurs centaines d'années en aval. Donc, pour lui, il n'y aurait pas de problème à ce que le suaire aurait pu être fabriqué au 7e ou 8e siècle. Alors, je lui pose la question, d'accord, il n'a peut-être pas été fabriqué entre 1260 et 1380. Vous me dites qu'il aurait pu être fabriqué en l'an 700 ou en l'an 800. Aurait-il pu être daté du 1er siècle? Ramsay, là-dessus, a un bémol. Il dit qu'on se soit trompé de quelques centaines d'années, je veux bien, mais qu'on se soit trompé de 1300 ans m'apparaît énorme. Mais quand même, on voit que cette analyse au carbone 14, qui est souvent présentée par les sceptiques, est elle-même très, très, très controversée et remise en question par ceux-là même qui l'ont fait, cette analyse. Donc, mais c'est un objet qui est remarquable. Ouais. Et depuis 1988, on n'a jamais refait On n'a jamais fait une nouvelle analyse au carbone 14 sur le suaire de Turin. Donc, il reste un objet qui est tout à fait mystérieux. Et comme tu l'as mentionné, l'image, de quelle façon on a fait cette image-là, parce que l'image, faut dire que le suaire a connu une sorte de popularité, en particulier à partir de 1898. En 1898, faut bien comprendre qu'on en est au début de la photographie. Alors, on autorise pour la première fois des photographies du suaire. Donc, on va confier un certain Piot, on va lui dire, OK, tu peux prendre des photographies du suaire. Alors, il se présente avec t'imagines les gros appareils de l'époque, là, c'était gigantesque, une grosse boîte avec la toile noire derrière la tête. Et notre photographe se place devant le suaire et va prendre des photographies. Comme je te dis, l'image, quand on voit le suaire, on voit pas bien l'image de l'homme du suaire. Mais en développant ces photos, le photographe constate que sur le négatif, on voit très bien l'image. En fait, on voit beaucoup mieux l'image en négatif qu'en positif. C'est comme si, en fait, le suaire de Turin était lui-même un négatif. Alors là, évidemment, pour la première fois, toute l'image de l'homme du suaire nous est révélée par les images de Piot qui ont été prises en 1898. Et curieusement, il ressemble beaucoup à Jésus. Ouais. En tout cas, à l'image qu'on s'en fait de ce fameux Jésus. Mais ça a été vraiment fantastique, ce voyage, cette recherche de cette quête des reliques saintes. Mais effectivement, pour répondre à ta question, parce qu'on a fait un énorme détour, je n'ai pas trouvé d'objet que je pourrais te dire avec certitude, voici un objet qui a bel et bien été, qui est bel et bien une relique, soit du Christ ou de la crucifixion ou quoi que ce soit du genre. Encore 45 minutes de Christian Page. Faut que je fasse une pause. Laurence, je te souhaite de passer une belle soirée parce que tu dois quitter rapidement. Oui. Madame, faut qu'elle passe dans le parc à soir, puis elle veut pas passer trop tard. Ouais, parce qu'il y a toutes sortes d'histoires dans le parc. Hein? Depuis qu'on a parlé que je pourrais voir une dame blanche me sortir d'en face et faire un accident d'auto. L'auto-stoppeuse fantôme. Voilà. Je te rappelle, il y a quelques années dans le parc. Non, puis je veux pas m'en rappeler. Je veux pas, j'avais une histoire tout à fait extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parc? Non! Il y avait trop tard, là. Faut que je m'en aille. Il y avait comme des gens qui s'en allaient en voiture dans le parc. Et là, à un moment donné, alors qu'ils venaient de dépasser un peu la halte au centre du parc. Oui, exactement, l'étape. Voilà, l'étape. Donc, ils venaient de dépasser l'étape. Et là, à un moment donné... Quelques kilomètres, pas très loin de l'étape. Et là, ils voient sur la route des lumières qui coupent, en fait, qui prennent toute la largeur de la route. Alors, ces gens-là se disent... Ils pensent d'abord à un camion qui s'est renversé. Ouais. Et là, il y a comme une sorte de fumée qui entoure tout ça, une sorte de vapeur. Ils s'approchent. Et là, au moment de s'approcher, voient qu'il s'agit en fait d'un objet qui est posé sur la chaussée. Alors nos automobilistes, un des automobilistes va débarquer, il va se rendre près de l'objet et là il voit que c'est une sorte de machine comme il n'en a jamais vu et là il va décrire, ça avait de l'air un peu en fait l'image qu'on peut se faire d'une soucoupe volante. Et là il s'approche, il voit il y a comme des sortes de hublots des hublots et en regardant dans un des hublots voit un être qui le regarde. Et ce type-là, évidemment, va retourner à sa voiture. Il y a comme une sorte de brouillard qui va entourer la voiture. Ces gens-là vont être victimes de malaise. Et puis, ils vont voir les lumières s'élever de la route et puis finalement s'éloigner dans le ciel. Il y a eu plusieurs témoins. Il y a eu plusieurs témoins parce qu'ils étaient 4 ou 5 dans la voiture. Là, ils s'en allaient, je pense, ils s'en allaient pour les fêtes de Noël visiter leur famille dans la région de Chicoutimi. Oui, on célèbre, c'est quoi? C'est la 50e année? Ouais, c'est ça. Donc, c'est une date anniversaire. Oui, c'est 50e. On sait jamais ce qui va arriver. Apparemment qu'à toutes les
années rondes, tous les chiffres ronds, là, 25, 50, ils réapparaissent un peu après l'étape d'ailleurs. Je vais vous surveiller ça. Si je vois, je prends des photos. Laurence, je te souhaite un joyeux Noël. Toi aussi, Yann. Je te souhaite une bonne année. Toi aussi, Yann. Puis j'espère qu'on va te revoir au mois de janvier, parce qu'on Ben, sait jamais ce qui peut se passer dans le parc. Si tout va bien, normalement, je devrais revenir en un seul morceau, puis on se retrouve, j'allais te dire le 2 janvier, mais toi, tu seras pas là, le 3 janvier plutôt. Tu vas être en vacances, fait que toi puis moi, ça va être le 10, puis les auditeurs puis moi, ça va être le 3, ma gang de chanceux. Très courte pause, on revient. Marceau, le soir. Radio X. Pour nous joindre en studio, c'est le live à radiox.com ou encore au téléphone, c'est le 418-670-9098, 418-670-9098, 1-877-440-2464. Ce soir, c'est une soirée très attendue puisque Christian Page était avec nous pendant presque tout le show et les journalistes, chroniqueurs, auteurs, conférenciers allaient faire un tour sur sa page web christianpage.ca. On parle maintenant de queue de dinosaure. Ben oui. Moi, je m'en allais te dire, on va parler de queue de dinosaure, puis après ça, si tu veux bien, je vais te faire un bilan de mon année. Oui. Ça, c'est assez amusant. Oui, la queue de dinosaure, écoute, c'est un truc qui est paru cette semaine dans un grand quotidien montréalais. Ouais. Puis les gens m'ont posé des questions. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, pour situer un peu les gens, on a trouvé dans un morceau d'ambre, au départ, l'objet était découvert, il était en vente dans une enchère au Myanmar et il était destiné à devenir un bijou. On sait que l'ambre est souvent utilisé dans la confection de bijoux. Et puis voilà qu'un paléontologue chinois, en regardant ce morceau d'ambre, se dit tiens, il y a quelque chose d'anormal avec notre morceau d'ambre en question parce qu'on a une fourmi dedans, on voit bien ça. Ouais. Et il y avait comme une sorte de petite tige que l'on croyait au départ être une brindille ou un morceau de fougère. Mais notre paléontologue, en regardant ça, se dit non, il y a quelque chose d'anormal avec ça. Il va réussir à convaincre l'université chinoise qui l'emploie d'acheter le morceau d'ambre. Mm-hmm. Et ce morceau d'ambre a été analysé par les experts du Musée royal de Saskatchewan qui, eux, ont confirmé que la petite brindille à l'intérieur, la petite branche, c'était pas une branche, en fait, c'était la queue d'un dinosaure. Et en fait, ce que l'on découvre à propos de cette queue de dinosaure, c'est que on s'entend bien là, il s'agit d'un petit dinosaure nain qui s'appelle le Célosaurus. C'est un petit dinosaure qui avait à peu près la taille d'un rat. Donc, parce que quand on parle dinosaure, on imagine toujours le tyrannosaure ou un truc comme ça. Mais dans ce cas-là, on parle quand même d'un dinosaure qui appartenait à la même famille de dinosaures. Et dans ce cas-là, on parle d'un objet, la queue en question serait vieille de 99 millions d'années. C'est quand même incroyable d'avoir cette échelle de temps, 99 millions d'années. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce morceau d'ambre, c'est que bon, d'abord, on sait maintenant que c'est bel et bien une queue de dinosaure, mais en prime, on a non seulement la queue, donc les 8 vertèbres du bout de la queue qui ont été conservées, mais ce fossile est également entouré de plumes. Et ça, c'est assez amusant parce qu'on le sait depuis une vingtaine d'années maintenant. L'idée dans le domaine de la paléontologie, c'est de dire que certains groupes de dinosaures n'étaient pas des animaux avec une peau semblable à un crapaud, à un crocodile, mais ils étaient couverts de plumes et certains dinosaures seraient les ancêtres de nos oiseaux. Et effectivement, le fait d'avoir trouvé cette queue de dinosaure entourée de plumes, on parle bien sûr de plumes qui ressemblent à un duvet. On s'entend bien, cet animal-là ne pouvait pas voler, ce n'était pas un oiseau, mais le fait qu'il est couvert de duvet vient confirmer en fait cette idée de plus en plus admise dans le domaine de la paléontologie que certains groupes de dinosaures étaient couverts de plumes. Et là maintenant, on a un échantillon bien conservé d'un fossile qui vient démontrer ça. Puis on s'imagine que c'est pas le dernier. Il y en a probablement d'autres. Non, c'est vrai, mais c'est vraiment extraordinaire de voir un peu le hasard que fait que il fallait que ce paléontologue tombe sur ce morceau d'ambre et voit à l'intérieur quelque chose que personne d'autre n'avait vu à part lui. Quand même incroyable. Parfait. Maintenant, on rentre dans ton bilan de 2016 parmi les nouvelles insolites. Oui. Moi, ce qui m'a marqué, puis tu l'as dans ton bilan, c'est vraiment le premier. C'est Hillary Clinton et les ovnis. Voilà. Donc, si on regarde un peu l'ensemble des nouvelles qui ont beaucoup fait jaser, je dirais que la nouvelle numéro 1, c'est
Hillary Clinton et les ovnis, on se rappelle, début 2016, c'est cette campagne qui s'amorce pour la présidentielle des États-Unis. Bon, d'abord, pour être le chef du parti, républicain-démocrate, et ensuite, bien sûr, la présidentielle. Et au moment où il y a cette campagne qui s'amorce, Hillary Clinton, à 2 reprises, et particulièrement dans une émission de Jimmy Kimmel, une émission de fin de soirée excessivement populaire aux États-Unis, Hillary Clinton déclare que si elle est éventuellement élue à la présidence des États-Unis, elle va rouvrir les enquêtes sur les ovnis et en particulier sur l'histoire de la base de la zone 51, un endroit mythique qui se trouve au Nevada où on raconte toutes sortes d'histoires. On garderait dans des hangars secrets des morceaux d'ovnis qui auraient été récupérés par l'armée américaine. Bon. Cette histoire-là a beaucoup fait jaser. Et moi, ce que ça me dit, c'est intéressant parce que, bon, si on regarde, d'un côté, on a les fanatiques de la soucoupe volante qui voudraient que, bon, les extraterrestres sont partout puis qu'on devrait consacrer tous les budgets, la santé et tout le reste. Tout ça devrait passer en second derrière cette étude des ovnis. Et d'un autre côté, on a tous les sceptiques militants qui disent qu'il n'y a rien là-dedans, que tout ça est de la foutaise. Mais on voit que dans le milieu, là, des gens plus modérés, on voit que cette question des ovnis n'est pas réglé. Le public américain. Puis Jimmy Kimmel lui-même l'a dit durant l'émission, il dit, écoutez, si moi-même j'ai été élu à la présidence des États-Unis, immédiatement après avoir mis la main sur la Bible, flac, j'irai dans les archives pour voir, y a-t-il quelque chose sur les ovnis? Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la zone 51? Et je pense que l'opinion de Jimmy Kimmel traduit bien un peu l'opinion, la position de l'ensemble de la population américaine. Il faut savoir que la question des ovnis n'est pas une question réglée. En ce sens que les Américains se sont intéressés officiellement à l'armée de l'air américaine, s'est intéressée à la question des ovnis à partir de 1947 et en 1970, donc après une vingtaine d'années d'investigation, l'armée a fermé ses livres en disant ceci, parce que contrairement à ce que les ufologues disent, l'armée n'a jamais dit les ovnis n'existent pas. C'est pas ça qu'ils ont dit. Lorsqu'ils ont fermé les livres en 1970, ils ont dit on a étudié 12 618 rapports d'observation d'ovnis. Et sur les 12 618 rapports, il y en a 701 qu'on ne peut pas expliquer. Donc déjà, c'est intéressant. Il y a donc un pourcentage d'observations qui défie les explications. Sauf que l'armée rajoute à ça en disant, c'est vrai, il y a 701 cas pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication. Ce n'est pas des cas insuffisamment détaillés. On avait une catégorie cas insuffisamment détaillés. Dans ces cas-là, on a beaucoup d'informations, mais on n'arrive pas à savoir ce que les gens ont observé. Et de ces 701 cas, l'armée ajoute, on n'a rien là-dedans qui prouve qu'on est visité par des extraterrestres. Donc, tu vois la nuance. On dit pas qu'il n'y a pas d'ovnis, mais on dit qu'il n'y a pas de preuve que ces ovnis soient de nature extraterrestre. Et on n'a pas de preuve que ces observations ont menacé la sécurité nationale. Sur ça, fermons les dossiers. Mais on n'a pas réglé la question. Nous dire, il y a 701 cas non identifiés, ça nous dit pas ce que c'est. Ça nous dit c'est des non identifiés. Et on dirait que la question est restée un peu comme ça, en suspens. Donc, depuis 1970, les gens ne veulent pas ou les gens ne se contentent pas de « on sait pas ce que c'est ». Parce que c'est ça que l'armée dit. On a 701 cas, on ne sait pas ce que c'est. Les gens veulent une réponse. Ils veulent avoir accès aux informations. Voilà, avoir accès aux informations. Et c'est vrai que depuis 1970, on n'a pas cette réponse-là. 701 cas, je veux bien croire, mais s'agit-il de phénomènes naturels rarissimes? S'agissait-il d'avions top secrets utilisés par l'armée, par les Russes? Était-ce véritablement des visiteurs d'une autre planète? On veut une réponse. Et je pense que le public américain est à peu près de ce sentiment-là. On n'est pas tous des fanatiques des extraterrestres, mais on veut une réponse. Et je pense que Hillary Clinton, avec son propos, traduisait bien la position de l'ensemble de la population américaine pour cette question des ovnis. Ouais, et ce qui m'avait marqué, moi, parce que tu fais ton bilan 2016, puis je t'ai dit, moi, Hillary Clinton, puis l'histoire des ovnis, c'était la première fois que je voyais quelqu'un d'aussi haut gradé vouloir ouvrir les livres et diffuser l'information. Bon, c'était pas, il y avait l'ancien président Jimmy Carter à la fin des années 70 avait fait à peu près le même discours. Carter, alors qu'il était, il était colistier pour devenir le directeur du parti républicain, je crois, pour gouverneur de Georgie, pardon. Il avait vu un ovni. Un soir, il sortait du Lion Club, il a observé avec des gens un objet lumineux au loin, et il avait rempli un rapport officiel à ce sujet-là. Donc, il avait
avait vu un objet volant non identifié. Il avait fait un rapport officiel en ce sens. Et au moment où il avait été élu, si ma mémoire est bonne, je crois que Carter a été élu en 1976, il avait dit, il avait laissé sous-entendre que s'il accédait à la présidence des États-Unis, lui aussi ferait ça. Il jetterait un coup d'œil sur les dossiers OVNI et les rendrait publics. Malheureusement, son élection a coïncidé à peu près avec la mise en place de la loi d'accès à l'information. Donc, les gens ont pu avoir des centaines de dossiers, mais cela suivait, disons, une courroie de transmission qui était prévue par la loi et ce n'était pas un décret présidentiel. Le président Carter n'a pas été plus loin que cette mise en publication des dossiers via la loi d'accès à l'information. Donc, Carter en avait parlé. Quelques présidents, Ronald Reagan a dit à un moment donné, j'ai vu des ovnis, mais on n'a jamais été dans une politique d'ouverture et de publication de dossiers sur les ovnis. C'est vrai que Hillary Clinton était, je crois, là, au cours des 20-30 dernières années, la personne qui s'était le plus engagée dans cette idée de rendre public les dossiers sur les ovnis. Il faut quand même dire que le directeur de campagne d'Hillary Clinton, John Podesta, est un individu qui est un militant de la question des ovnis. Il a été conseiller sous le mandat de Bill Clinton. Il a été également conseiller pour le président Obama. Et lorsqu'il avait quitté la Maison-Blanche, il y a 2 ans à peu près, il avait d'ailleurs déclaré sur son site Twitter, il avait quitté la Maison-Blanche pour justement se consacrer à la campagne de Hillary Clinton. Il avait écrit sur son site Twitter, « Je quitte la Maison-Blanche et mon plus grand regret aura été de ne pas avoir réussi à rendre public les dossiers sur les ovnis. » Donc, on voit que John Podesta était vraiment un accro de cette histoire-là des ovnis. Il en faisait presque un point personnel. Et comme cet individu-là était le directeur de la campagne d'Hillary Clinton, faut pas s'étonner que la question des ovnis ait rebondi. Cela étant dit, on sait que Hillary Clinton et Bill Clinton se sont pas nécessairement plongés dans l'histoire des ovnis, mais on sait qu'ils ont toujours manifesté un intérêt pour la question des ovnis. Il y a des images d'ailleurs qui circulent sur le web où on voit Hillary Clinton en compagnie de Lawrence Rockefeller, qui était lui un type qui s'intéressait beaucoup à la question des ovnis, qui militait dans ce sens-là et qui a investi des sous justement pour qu'on enquête sur les ovnis. Un jour, peut-être, mon cher Christian, mais remarque que tu as été très près d'avoir l'information pour nous. Hein? Tu te rappelles lorsque tu as franchi la barrière d'Area 51? Oui, absolument. Donc, cette zone 51, où après quelques sauts de l'autre côté de la clôture, on m'a bien fait comprendre que la prochaine fois, je serais peut-être mis aux arrêts. Et rappelle-nous, qu'est-ce que t'as dit à ton caméraman? On décalisse. Tu nous parles maintenant d'apparition d'ovnis dans ton bilan. Ouais, dans les grandes questions aussi, les ovnis ont été à la mode. On se rappelle, en tout début d'année, en mars, on a appris que 415 observations d'ovnis avaient été rapportées pour l'année 2015, et ce, uniquement au Québec. Ouais. Et le mois suivant, dans un rapport pan-canadien, on a appris qu'il y avait eu 1267 observations d'ovnis rapportées. On parle bien ici d'observations rapportées d'un bout à l'autre du Canada, et rapportées à qui? Bien, rapportées à des groupes de recherche, des groupes amateurs, on s'entend bien, parce qu'il n'y a pas au Canada un groupement étatique, donc gouvernemental, qui collige l'information sur les ovnis. La question des ovnis est entre les mains de petits groupuscules à gauche et à droite, qui sont composés d'amateurs et qui, eux, colligent l'information sur les ovnis. Pourquoi? Des observations annuelles, 35% des observations qui font partie du rapport pan-canadien viennent du Québec, avec ces 415 observations d'ovnis. Pourquoi tant d'observations au Québec? Sommes-nous plus visités par les extraterrestres que partout ailleurs au Canada? C'est pas significatif de ça. Disons qu'au Québec, il y a plusieurs groupes sur le terrain qui s'intéressent à la question des ovnis, qui colligent les témoignages, et ces groupes-là sont très actifs. Donc, beaucoup plus actifs, par exemple, que des groupes qu'on pourrait retrouver en Saskatchewan ou qu'on pourrait retrouver en Alberta. Donc, comme ces groupes sont plus actifs, on en parle plus dans les médias. Le fait qu'ils ont plus de visibilité dans les médias, on comprend que les gens sont plus portés spontanément à rapporter leurs observations, ce qui explique probablement la grande quantité d'observations rapportées en 2015 au Québec. Puis avec l'arrivée des nouvelles technologies, puis les bidules qui nous rendent un peu plus accessibles, tu sais, les trucs qu'on peut contrôler à distance, là. Ouais. Les drones. Les drones. Ouais. Moi, j'en ai vu un voler au-dessus de mon lac. Écoute, je l'ai vu pendant le jour, mais je me suis dit, si le gars avait décidé de faire voler son drone
le soir avec les lumières et tout ça, ça peut être mal interprété chez des personnes âgées, exemple, qui sont pas à l'affût des nouvelles technologies puis qui voient ça passer en face de chez eux avec plein de lumière. Mais même les personnes, même des personnes qui sont pas nécessairement des personnes âgées, quelqu'un qui veut monter un canular, prend un drone, il y en a d'excellents drones qui sont capables de soulever des charges assez lourdes, et avec quelques lumières, les lumières maintenant qui ne pèsent plus rien, les fameux LEDs qui ne pèsent plus rien, on peut monter un bon canular, mettre plusieurs LED sur un drone et le faire voler de nuit dans l'obscurité, et un petit objet loin de l'observateur, un petit objet près de l'observateur ou un grand objet loin de l'observateur aura à peu près la même configuration, le même aspect. Donc ça devient un peu difficile sans référence de déterminer la taille de l'objet et sa distance. Donc c'est très facile. Quand on parle ici des 415 observations rapportées, on parle d'observations rapportées d'objets volants non identifiés par l'observateur. En aucun temps ces groupes-là disent voici 415 observations d'engins extraterrestres. On se garde bien de franchir cette étape, même si plusieurs groupes d'enquête sur les ovnis sont ouvertement d'obédience extraterrestre, mais on parle d'observation d'objets volants non identifiés. Et évidemment, de ce nombre, bien sûr, il y en a certainement quelques-uns qui devaient être des drones, et il y en a de plus en plus maintenant qui volent dans notre ciel. Puis ça complique un peu plus ton travail. Ouais, absolument. Donc, difficile de séparer le bon grain de l'ivraie. Tu voulais me parler de Bud Hopkins? Ouais, ça c'est peut-être une nouvelle un peu catastrophique pour les amateurs d'ovnis. Bon, je te situe un peu qui est ce Bud Hopkins. Dans le milieu des ovnis, ce type-là a acquis une réputation presque de bon Dieu, là. À la fin des années 70, Bud Hopkins a commencé à s'intéresser aux histoires d'ovnis, et en particulier à ces histoires de gens qui disaient avoir été enlevés par des extraterrestres. Donc, au fil des années, Bud Hopkins a mis sous hypnose des centaines de personnes qui disaient ou qui croyaient avoir vécu des expériences d'enlèvement extraterrestre, et leur faisait raconter leur récit. Et le récit qui s'est dégagé de ça, peu à peu, on a eu un corpus qui s'est dégagé de ça, et le scénario développé de Bud Hopkins à partir de ces témoignages, c'était que les extraterrestres venaient sur Terre pour créer une sorte de race hybride, et ce, en faisant des manipulations génétiques. Donc, c'était ça, c'est le grand scénario de Bud Hopkins. Et là, évidemment, Bud Hopkins a connu énormément de popularité. Il a publié des ouvrages, Missing Time, Intruders, et ces ouvrages-là ont connu énormément de popularité. Et ce scénario de l'enlèvement extraterrestre pour créer une race hybride, c'est devenu un peu un sujet qui a été accepté par beaucoup de gens qui s'intéressaient aux ovnis. Donc, plein d'ufologues adhèrent à ce scénario de la race hybride. Et ce Bud Hopkins est décédé en 2011. Mais là, voilà que durant l'été, sa femme nous a fait une révélation pour le moins surprenante. Sa femme raconte, elle dit « Je ne peux plus laisser courir le mensonge. J'ai vu à plusieurs reprises Bud placer des gens en état d'hypnose, et on sait que lorsqu'on est en état d'hypnose, on devient excessivement réceptif aux fausses mémoires et aux suggestions. Et la veuve de Bud Hopkins raconte « J'ai vu Bud Hopkins introduire le scénario de l'enlèvement et de la race hybride, tout son scénario, je l'ai vu volontairement le rentrer de force dans la tête de certaines personnes. Et là, bien évidemment, en suggérant ce scénario-là, peu à peu, les gens en sont venus à accepter cette histoire-là et la racontaient. Donc, Bud Hopkins a lui-même inventé l'histoire du scénario qu'il a ensuite placé dans la tête des gens. Ça, c'est épouvantable parce que c'est presque un acte criminel, et évidemment, ça vient éclabousser toute la recherche qui a été faite par des gens bien intentionnés qui se sont intéressés à ces récits, ces anomalies, ces récits d'anomalies où des gens disaient « je crois avoir été enlevé par des extraterrestres ». Un truc comme l'affaire de Bud Hopkins, évidemment, ça vient jeter énormément de discrédit là-dessus. Et pour cet homme-là qui mentionnait que les extraterrestres voulaient créer une nouvelle race hybride entre les humains et les extraterrestres, est-ce que c'est de là que sont nés les reptiliens, ou ça date de plus longtemps que ça? Non, les reptiliens, ça appartient à tout un autre groupe de gens qu'on appelait, c'est né ça dans je dirais dans les années 80, milieu des années 80 à peu près. Il y a un groupe qui s'est dégagé. On avait ces gens qui s'intéressaient aux ovnis de manière, disons, classique. Et puis, t'as commencé à avoir des gens un peu qu'on a appelé la fringe, donc des gens qui étaient un peu à la limite, et eux commençaient à croire que les extraterrestres pouvaient vivre sous terre. Il y avait plusieurs races d'extraterrestres. Ils avaient établi des contrats avec les gouvernements, travaillaient main dans la main avec des gouvernements. Donc, des scénarios
complètement éclaté, et c'est de ces scénarios éclatés. Il y avait des gens là-dedans, je pense par exemple un dénommé Paul Benevitz qui était là-dedans, qui a été d'ailleurs abondamment manipulé par les autorités américaines pour lui faire le faire croire à toutes sortes de scénarios comme ceux-là. Il y avait un type qui s'appelait Milton William Cooper qui était de ce groupe-là. Donc ces gens-là sont devenus un peu les propagandistes de ces scénarios-là. Et aujourd'hui, je dirais que le numéro 1 dans cette catégorie-là, c'est un type qui s'appelle David Icke, qui est un peu partisan de la conspiration extrême aux États-Unis, qui bien sûr reprend ce scénario de on est visité par plein de races d'extraterrestres et parmi eux, il y a les reptiliens. D'ailleurs, un discours auquel fait écho Paul Hellyer, notre ancien ministre de la Défense, qui lui aussi dit adhère à ça, on est visité par 80 races d'extraterrestres. D'ailleurs, il en a rencontré il y a quelques mois à Las Vegas, mais ils avaient la forme humaine, donc impossible de les voir sur les caméras du Grand Casino. Mais bon, c'est un peu le problématique. Parce que la première fois, quand on m'avait parlé de reptiliens, j'avais été voir sur des vidéos YouTube c'était quoi les reptiliens, et là on mettait des commentateurs à la télé, on les avait filmés, puis à un moment donné on voyait les yeux qui étaient pas nécessairement tout alignés, et là tout d'un coup les yeux frissonnaient un peu à chaque côté, mais finalement ça avait été prouvé par la suite que c'est normal, c'était sur des bandes. C'était filmé sur des bandes. Oui, en fait c'est filmé sur des bandes, mais la problématique ne vient pas de la bande originale, elle vient de la transmission web. Et pour éviter, ça peut paraître un peu compliqué, mais pour minimiser ou maximiser, disons, l'utilisation de la bande passante vidéo, il y a des programmes qui gèrent en fait les images qui sont transmises sur le web. Et ces images-là, ce qu'elles font, c'est qu'elles font entre guillemets, un refresh de l'image lorsqu'elles notent qu'il y a quelque chose qui a bougé, qui s'est déplacé. Or, des mouvements très, très légers comme le clignotement des yeux parfois ne sera pas interprété par le logiciel. Et au moment où il va faire un refresh, ça crée une sorte d'artefact un peu bizarre qui donne un peu cette image de l'œil qui clignote en œil de serpent, ou etc. Donc, avant de crier aux reptiliens, il faudrait retourner à la bande vidéo originale. Je me rappelle, il y avait Justin Bieber, par exemple, qui était une des images qu'on a beaucoup circulées. Justin Bieber, qui avait fait des frasques en Floride, avait été arrêté au moment où il passe devant le juge. On voit justement, dans un clignotement d'œil, on voit l'œil de Justin Bieber qui a l'air de celui d'un reptilien. Mais ça, c'est vrai sur YouTube, c'est vrai sur le web, mais ce n'est pas vrai sur la bande vidéo qui a été filmée au palais de justice de Miami. Tu comprends? Si tu vas aux bandes originales, tu vois pas ça. Ça se passe essentiellement dans la transmission, à travers la bande passante du web. Et tu l'as vu sûrement passer aussi, un des gardes du corps de Barack Obama. De Barack Obama, où la tête se déforme un peu. Voilà, c'est lui aussi reptilien. OK. Lors d'un de tes passages, je pense que tu étais ici en studio. Oui, c'est ça, tu nous avais montré des images en plus. Cette fois-là, je vais te l'avouer, Christian, là, après le show, je dois avoir terminé vers 22h. J'étais arrivé chez nous, donc, vers 22h30, vers 2h40. Je me suis couché à 5h du matin. OK. Parce que tu m'avais parlé de ce manuscrit-là. Puis là, j'ai été sur Internet, j'ai fait l'erreur de taper sur Google « manuscrit de Voynich ». Ouais. Puis là, j'ai regardé des documentaires, j'ai regardé des images, j'ai trouvé ça absolument passionnant. Ouais, c'est vrai que c'est passionnant. Et cette histoire, en fait, remonte pourquoi on parle du manuscrit de Voynich en août dernier. Bon, pour situer un peu les auditeurs de quoi on parle ici, le manuscrit de Voynich est un document qui a été acheté aux alentours des années 20 par un type qui s'appelle Wilfrid Voynich, qui était un antiquaire de livres anciens. Et Voynich, donc ce qu'il faisait, il parcourait le monde entier, achetait de vieux manuscrits qu'il ramenait aux États-Unis et vendait à prix d'or. Si des gens se rappellent peut-être le film La 9e porte avec l'acteur Johnny Depp, voilà. Donc Johnny Depp fait un peu le même travail que faisait Wilfrid Voynich. Il va voir des gens qui ont des livres, des manuscrits rares, les rachètent, et bon, il y a tout un marché autour de ça. Et donc ce Voynich se rend en Italie et là on lui propose une série de manuscrits dans un monastère, et parmi ces manuscrits, il y en a un que Voynich trouve particulièrement intéressant. Il semble écrit en arabe, et on a l'impression que le manuscrit est fait en 3 parties.
une première partie où on voit des plantes, donc Voynich conclut qu'il doit s'agir d'un traité d'herboristerie. Il y a une deuxième partie où on voit des systèmes solaires, donc il suppose un traité d'astrologie ou d'astronomie. Et enfin, un dernier volet où on voit des sortes de femmes qui sont dans des bassines avec comme des liquides. C'est peut-être quelque chose qui relève de la médecine. Donc, Voynich achète le manuscrit, pas très cher, le ramène aux États-Unis. Et là, va le confier à des collègues en espérant que eux pourront identifier l'écriture et tout le reste. Et voilà que le manuscrit, au lieu de se rapprocher d'une solution, on nage en plein mystère parce que les gens qui se penchent sur le manuscrit constatent d'une part que l'écriture n'existe pas. C'est une écriture qui non seulement n'existe pas, mais n'a jamais existé. Et non seulement l'écriture n'existe pas, mais ce que l'on voit, les dessins de plantes ou les dessins de systèmes solaires qu'on retrouve, ne sont pas non plus des choses connues. Ce sont des plantes qui n'existent pas, qui n'ont jamais existé, et idem pour les systèmes solaires. Alors, on se demande à quoi pouvait bien servir ce manuscrit, puisqu'on ne peut pas le lire, et ce qu'il décrit, visiblement, n'existe pas. Et pourtant, c'est un manuscrit, parce qu'il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la fabrication de manuscrits était quelque chose de très coûteux. Hein. C'est un manuscrit qui date avant l'invention de l'imprimerie. Donc, ça a été fait à la main. On sait que c'est un papier de qualité. La couverture est de qualité. Donc, le manuscrit lui-même est de très, très grande qualité. Mais pourtant, on ne sait pas ce qu'il décrit. Et ce qui est encore plus étonnant avec ce manuscrit, parce qu'avec le temps, on a essayé de le comprendre. On a fait des analyses au carbone 14, parce qu'à un moment donné, on a commencé à avoir des doutes. On s'est dit, peut-être qu'il s'agit d'une espèce de traité d'alchimie qui aurait pu être fait par un dénommé Bacon, qui était une sorte d'érudit, ou bien encore peut-être par Léonard de Vinci. C'était surtout ces gens-là qu'on voyait. Et puis finalement, une analyse au carbone 14 sur une partie de la couverture montre que le manuscrit était trop vieux pour être de l'un de ses auteurs possibles, ou trop jeune pour être de l'autre auteur. Donc, on retrouve le manuscrit, il se situe dans une zone où on n'a pas de candidat pour avoir écrit un manuscrit comme celui-là. Et avec le temps, des gens, les meilleurs cryptographes au monde se sont penchés sur le manuscrit pour essayer de le déchiffrer et se sont cassés les dents. Et c'est là qu'arrive notre histoire qui date du mois d'août dernier. Tu comprendras que le manuscrit de Voynich, aujourd'hui, il est à l'université de Yale, au Connecticut. Il est conservé dans la bibliothèque des manuscrits rares, la bibliothèque Beneken. Et évidemment, tous les cryptographes du monde, tous les gens qui s'intéressent à ce mystère veulent voir le manuscrit de Voynich, l'avoir entre les mains. Je l'ai eu, moi, entre les mains, une quinzaine de minutes. Écoute, tu mets tes gants puis tu veux pas l'échapper, hein? C'est pas très gros. T'avais-tu éloigné ton café? Oh, oui. On m'a pas permis le café dans la salle. Hein? Donc, j'ai eu le manuscrit entre les mains. C'est quelque chose, c'est très beau, c'est très le fun de voir ça. Puis évidemment, c'est une pièce d'anthologie, le manuscrit de Voynich. Mais évidemment, tous les cryptographes du monde veulent avoir le manuscrit de Voynich pour pouvoir l'analyser, l'avoir, parce qu'il existe des photographies. On peut avoir il y a des ouvrages qui ont été publiés qui sont des photographies de chacune des pages du manuscrit de Voynich. Mais comment l'analyser? Peut-être que le secret est dans le papier, peut-être le secret est dans la reliure, peut-être le secret est dans quelques glissements de l'impression, du dessin. Il y a toutes sortes d'éléments comme ça. Avoir accès à une photo du manuscrit, ce n'est pas le manuscrit. Alors voilà que l'Université de Yale, en août dernier, a annoncé qu'elle avait fait une entente avec une importante imprimerie en Espagne pour non pas reproduire, mais littéralement cloner le manuscrit de Voynich. Donc, on va refaire une pâte à papier qui sera identique à celle utilisée pour le papier même du manuscrit. Donc, on aura un papier identique. Chaque détail, chaque déchirement, chaque glissement de l'encre du papier sera reproduite minutieusement dans ce nouveau manuscrit. Et là, les gens, lorsque le manuscrit sera complété, il sera à peu près impossible de faire la distinction entre le faux et le vrai manuscrit de Voynich. Et comme ça, bien sûr, l'Université de Yale n'aura plus à le sortir régulièrement pour permettre à des chercheurs de l'analyser, parce que chaque fois qu'on le sort des voûtes, bien sûr, on l'endommage quelque peu. Alors là, les gens pourront travailler sur ces copies quand même qui ne seront pas à la portée de toutes les bourses. Oui. Est-ce que tu as commandé ta copie sur eBay? Non, malheureusement non. Et ce manuscrit, on parle minimalement d'un coût de 10 000 $
pour chacune de ces copies du manuscrit de Voynich. Et c'est important de dire qu'encore aujourd'hui, on ne sait pas dans quelle langue ça a été écrit. Non, absolument pas. Les plantes qui sont répertoriées à l'intérieur de ce manuscrit-là, c'est des plantes qui n'appartiennent pas à la planète Terre. Non, c'est ça. Donc, il y a même des gens, tu sais que le manuscrit de Voynich, bon, le sentiment général, c'est que le manuscrit de Voynich, on n'a pas de preuves, là, hein, on émet des hypothèses. Le manuscrit de Voynich serait une sorte de traité qui aurait été un traité d'alchimie, qui cacherait des secrets de l'alchimie ou de l'herboristerie, mais qui aurait été écrit en suivant un code très spécial que seuls les initiés pouvaient comprendre. Malheureusement, ce code nous est pas parvenu aujourd'hui, donc on est incapable de déchiffrer le manuscrit. Mais il y a des gens qui sont allés aussi loin que de dire, ici le manuscrit de Voynich, puisqu'il est écrit dans une langue qui n'existe pas, et d'ailleurs c'est important de mentionner que la langue n'est pas n'importe quoi, parce que des gens disent, oh, n'importe quoi. Non. La langue répond à des règles de syntaxe. On sait par exemple que quand tel mot ou tel semblant de mot est suivi de tel autre mot, il prend une sorte de symbole à la fin, comme s'il correspondait à un symbole du pluriel. Et donc on voit qu'il y a des sortes de règles de syntaxe qui sont respectées dans l'écriture du manuscrit. Mais il y a des gens qui sont allés aussi loin que de dire, puisque les plantes n'existent pas et que les systèmes solaires ne sont pas des systèmes solaires connus, qu'est-ce qui prouve que un ancien n'a pas écrit ou recopié un manuscrit qui aurait été d'origine extraterrestre. Parce que, bon, dans le doute, les extraterrestres ne sont jamais très loin. C'est donc, c'est vraiment quelque chose de remarquable, cette histoire de manuscrit de Voynich. Alors, si ça vous intéresse, allez faire un tour sur Google, tapez manuscrit de Voynich, vous allez voir des choses absolument incroyables. On parle maintenant, il nous reste 3 minutes? La vie extraterrestre, signaux radio et exobiologie. Oui, en fait, les extraterrestres, la vie extraterrestre a été très, très, très à la mode en 2016. On le sait, bon, là, on ne parle plus d'ovnis et de visites extraterrestres. On parle de la vie extraterrestre telle que la conçoivent les exobiologistes, donc la recherche de vie extraterrestre dans l'univers. Et là, au cours de l'année, l'histoire a rebondi à plusieurs reprises. Donc, par exemple, en avril, les responsables du projet SETI aux États-Unis, le Search for Extraterrestrial Intelligence, donc un organisme qui existe depuis le début des années 60, qui cherche dans le cosmos des signaux radio qui pourraient être d'origine extraterrestre. Ils ont annoncé qu'ils ajoutaient sur leur liste quelques 20 000 systèmes solaires supplémentaires pour mener une étude, parce qu'ils sont convaincus maintenant que quelque part dans ces 20 000 systèmes solaires, il pourrait y avoir des planètes susceptibles d'abriter des formes de vie et qui sait peut-être des civilisations en mesure d'émettre des signaux radio dans le cosmos. Mais c'est fou quand même, hein? 20 000 systèmes solaires, c'est pour dire à quel point on est petit. Ah oui, absolument. Écoute, en juillet ensuite, la Chine a annoncé qu'elle venait de mettre le point final à la construction du plus grand radiotélescope au monde. Il se trouve dans la province de Guizhou et c'est un radiotélescope dont la taille est celle de 30 terrains de football. Et ce radiotélescope, le plus grand au monde, va être ajouté à l'arsenal de ce fameux projet SETI pour la recherche de vie extraterrestre. Et enfin, on a beaucoup parlé de planètes sœurs de la Terre. C'est quand même incroyable parce que quand on pense il y a 20 ans, moi, je me rappelle, à l'université, il y a 20 ans, on ne savait même pas encore si notre système solaire était un modèle unique ou un modèle répandu. On savait qu'on avait un soleil et 9 planètes qui tournaient autour. Pluton, à l'époque, était encore une planète. Mais on se demandait, est-ce que ça, c'est un système unique ou est-ce que c'est un système qu'on retrouve un peu partout? On supposait, on n'en avait pas la preuve, mais on supposait que les autres étoiles devaient aussi avoir des planètes qui gravitaient autour. Et aujourd'hui, on en est à quelques 3000 exoplanètes qui ont été observées, donc des planètes qui gravitent autour du système solaire. Et on a appris au cours de l'année, donc, on avait de ces planètes, il y en avait une 50aine d'entre elles qui étaient semblables à la Terre. Donc, on pouvait les observer, elles étaient semblables à la Terre. Elles étaient donc à une bonne distance de leur soleil pour avoir de l'eau à l'état liquide, qui est la règle numéro 1 pour permettre le développement de la vie organique. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'on a observé l'une de ces planètes jumelles de la Terre autour de l'étoile Alpha Centauri. L'étoile Alpha Centauri, c'est la porte d'à côté. À l'échelle de l'espace, c'est la porte d'à côté, c'est l'étoile la plus proche du Soleil, de notre Soleil. Elle est située à 4,5 années-lumière de la Terre. Et là, on sait maintenant qu'il y a une planète qui gravite autour, qui ressemble à la Terre, qui pourrait y avoir des formes de vie organique, peut-être même une civilisation extraterrestre. Ce qui est d'autant plus fascinant avec cette histoire-là, c'est qu'au moment où on se parle, on est en mesure, sur papier, mais on est tout près là, de construire des engins qui pourraient se déplacer dans le cosmos à des vitesses qui vont à
peu près au quart de la vitesse de la lumière. Je rappelle pour les auditeurs que la vitesse de la lumière, c'est 300 000 kilomètres à la seconde. Donc, on serait en mesure, là, très prochainement, de mettre au point des objets qui pourraient voyager à des vitesses à peu près du quart de la vitesse de la lumière. Ce qui veut donc dire, écoute, Yannick, c'est fascinant, là. Pense-y une seconde. Si on pourrait, d'ici 1 an ou 2, envoyer dans l'espace un engin qui mettrait à peu près 20 ans à se rendre autour de l'étoile Alpha du Centaure et de filmer et entrer dans l'atmosphère de cette planète jumelle de la Terre et nous montrer des images de cet autre monde. Ça veut dire que moi, je pourrais être encore vivant, toi aussi, on se l'espère, et voir des images pour la première fois, des images d'un autre monde semblable à la Terre. Tout à fait fascinant. C'est fascinant. C'est ce qui termine ton bilan 2016. Oui, ce sont des grandes nouvelles qui ont marqué l'histoire 2016 et je pense qu'on va en entendre parler beaucoup au cours de la prochaine année également. Je te remercierai jamais assez de te présenter chez nous chaque semaine pour nous jaser. C'est toujours très divertissant. Mais ça me fait plaisir. J'espère que les auditeurs apprécient. Tu nous éduques sur plein de dossiers. C'est le fun à mort. Puis je le souhaite un excellent temps des fêtes à tout le monde. Oui, joyeux Noël, bonne année. Une bonne année 2017 Merci à toi. Merci beaucoup. Ainsi qu'aux auditeurs. On se retrouve, nous, dans Marceau Soir à partir du 9 janvier. Puis pour ce qui est de Laurence, elle vous l'a dit tout à l'heure, elle va être avec vous à partir du 3 janvier. Je vous souhaite à tous une bonne année 2017. De la santé, du bonheur, c'est tout ce qui importe. Salut, bye bye. Marceau, le soir. Radio X.